Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle séance du Conseil municipal. Ce soir, nous avons un absent, Thierry Berthelier, qui a donné procuration à Sandrine Buisson. Le quorum est donc atteint, la séance peut se tenir. Voilà, Nicolas Kunz arrive. Nous avons pour l'instant 2 personnes susceptibles d'arriver, Sylvie Péducas et Dominique Marre. Ils n'ont pas donné procuration, je pense qu'ils vont arriver. Nous avons 13 points à l'ordre du jour de ce conseil de ce soir. Mais avant tout ça, il s'agit de désigner un secrétaire de séance. Qui c'est qui veut se porter candidat? Secrétaire Arthur Chasseur, merci. Désigné secrétaire de séance. Alors, avant de commencer à vous présenter toutes les délibérations, il s'agit d'approuver le PV du précédent conseil du 2 avril 2026, que je vais donc mettre aux voix. Alors, nous avons l'arrivée de Sylvie Péducas et de Dominique Marre. Est-ce qu'il y a des observations? Monsieur Bazus. Oui, bonsoir, merci. J'ai une intervention préalable puisque lors de la dernière séance du Conseil, nous avions demandé à ce que notre groupe puisse siéger tous ensemble du même côté sur la même travée. Nous souhaitions savoir pourquoi vous n'avez pas donné suite à notre requête. Merci. Alors, nous avons procédé à ce placement pour déjà essayer de respecter au maximum le placement homme-femme par rapport à ça. Et parce que c'est le choix que nous avons fait de positionner les élus du conseil municipal autour de cette table pour l'Assemblée de cette façon. Est-ce qu'il y a d'autres observations? S'il n'y a pas d'autres observations, on va donc procéder. Sylvie Péducas. Oui, excusez-nous pour le retard. Oui, donc enfin, déjà, j'arrive un petit peu à brûle pour point. Je suis un peu surprise par votre réponse. Alors, certes, c'est votre choix d'organiser la table, mais je ne vois pas ce que ça changerait, effectivement, de nous permettre, en tout cas pour l'opposition, de siéger côte à côte et de pouvoir éventuellement échanger durant cette assemblée. C'est quand même voilà, un principe de fonctionnement de la démocratie qui serait pour nous favorable. Donc on est quand même très très étonnés par votre posture de ce point de vue-là, puisque effectivement ça ne change pas beaucoup l'organisation du groupe majorité que d'avoir un groupe d'opposition qui siège côte à côte. Voilà, donc ça c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, puisque nous en étions, je suppose, au compte rendu à l'approbation du PV de la précédente séance. Du PV de la précédente séance. J'avais quelques remarques par rapport à ce PV, puisque durant 6 ans, en tout cas pour ceux d'entre vous qui siégiez dans l'opposition, vous vous êtes abstenu sur les comptes rendus ou les PV de conseil municipal et que l'argument était que vous ne compreniez pas qu'effectivement il s'agisse simplement d'un relevé de décision et qu'il n'y ait pas l'intégralité des interventions. Or je vois que vous avez repris exactement le même format, donc je me dis question, allez-vous tous vous abstenir du coup sur ce PV du conseil municipal et malgré tout, vous avez quand même choisi de conserver une question avec l'intervention. Donc voilà, ce format à géométrie un petit peu variable où on choisit les interventions et les réponses que l'on positionne dans le PV me paraît un petit peu surprenant. Alors, pour revenir sur votre première remarque par rapport effectivement au choix donc, de faire ce compte-rendu de cette façon, nous y avons effectivement réfléchi et nous sommes en train de voir comment effectivement, techniquement, nous pouvons traduire la totalité du compte rendu, mais de façon à ce que ça ne soit pas un alourdissement du travail et de la mise en œuvre pour les services. Donc on est en train d'observer par quels moyens techniques nous pourrons effectivement proposer des comptes rendus exhaustifs, mais avec des possibilités, on va dire, simplifiées pour le mettre en œuvre. Voilà. Pour ce qui est de cette remarque par rapport à ça. Donc effectivement, nous voterons et nous approuverons le procès verbal de séance par rapport à ça, en attendant d'avoir solutionné cette partie technique pour les approbations des conseils municipaux.
solutionner cet aspect technique, on pourra espérer voir présente à ce moment-là l'intégralité de nos interventions. C'est ce que je disais, il faut qu'on voit dans quelles conditions techniques ça peut être fait ou pas. Donc, mais effectivement, on a réfléchi à cette question et on est en train de voir quelle mise en œuvre on peut imaginer en fonction des solutions techniques que nous aurons, qui nous seront proposées. Et on prendra la décision finale. Et l'issue de ça, il ne vous aura pas échappé que ça fait 1 mois d'installation simplement. Et que par rapport à ça, les observations techniques ne sont pas forcément que à notre main et à nos décisions. Ce qui peut expliquer que peut-être il y ait encore ce type de fonctionnement actuellement. Et même chose par rapport aux interventions et par rapport à l'observation de toutes les possibilités liées au règlement du conseil municipal. Monsieur Bazus. Merci. Je vous avoue que je n'ai pas compris, moi non plus, votre explication concernant la parité, puisque nous sommes autant d'hommes que de femmes dans notre groupe. Donc ce n'est pas un obstacle à nous mettre du même côté de la table. Et j'observe d'ailleurs que l'alternance n'est pas respectée, hommes-femmes, dans vos rangs autour de la table. Donc je renouvelle notre demande de pouvoir siéger tous du même côté de la table, puisque je ne vois pas d'opposition, ni technique, ni autre, à cette formulation-là. Je vais renouveler ce que je viens de dire. C'est le choix que l'on a fait d'organiser l'Assemblée délibérante. Vous êtes effectivement en capacité de communiquer avec les personnes de votre groupe autour de vous, puisque vous êtes 4 et pas seul d'un côté et 4 de l'autre côté. Ça me paraît tout à fait cohérent pour pouvoir échanger au besoin pendant l'Assemblée. Est-ce qu'il y a d'autres observations ? Sébastien. Je reviens sur cette problématique de placement, parce que sur les noms... Ah, mais monsieur Kuhn, si vous ne souhaitez pas débattre, ça vous regarde, mais on est là pour ça. Non. On va se recentrer sur... voilà, Si dès votre premier conseil vous n'êtes pas d'accord, ça ne va pas aller pour la suite. Juste parce que moi, vos explications, en effet, je les entends pour dire la parité, mais monsieur Julien Bazus, en effet, a pu me devancer en disant qu'on respecte la parité, donc je pense que c'est un argument qui est caduque. Et puis après, derrière, j'aimerais que vous nous apportiez un élément concret, parce que vous dites c'est notre choix, mais il est motivé pour quelle raison? Je viens de vous l'expliquer, mais visiblement, vous n'écoutiez pas. Hormis de dire que c'est le choix de la municipalité, je finis après, je vous laisse la parole. C'est le choix que l'on a fait d'organiser l'Assemblée délibérante ainsi. Et effectivement, comme je viens de le dire à M. Bazus, mais vous ne deviez pas écouter, effectivement, vous êtes donc répartis 4 personnes d'un côté, 4 personnes de l'autre. Et je pense que ça vous permet effectivement d'échanger dans de bonnes conditions entre vous. J'en aurais isolé un, j'aurais pu comprendre votre remarque. Là, j'avoue ne pas la comprendre non plus. Et donc, c'est le choix que nous avons fait par rapport à ça. Donc je reprends mes propos, si on peut essayer de ne pas se couper, ça serait bien. Voilà, juste pour vous dire que sur le précédent mandat, bien sûr, ça ne serait même pas venu à l'idée de séparer votre groupe. Vous avez pu siéger les 5 ici, d'ailleurs, à cette place, ensemble. C'est quelque chose qui nous paraît logique. Donc en effet, hormis l'envie de diviser un groupe, je ne vois pas et je ne comprends pas en tout cas ce qui motive ce placement qui nous paraît tout à fait aléatoire. Donc on en prend compte, en tout cas on voit peut-être où vous voulez en venir, mais ça ne nous paraît pas du tout juste. Et vos explications ne nous conviennent pas du tout. Et concernant M. Kuhn, voilà, je vois qu'il a quitté l'Assemblée, donc si sur les premiers déjà échanges, il commence déjà à quitter la table, ça va être compliqué pour la suite. Vous n'avez peut-être pas entendu non plus, il est juste parti chercher ses lunettes, je tiens à le préciser, et quand il s'est levé, il l'a dit, mais vous n'avez peut-être pas entendu, il est parti chercher ses lunettes et il revient. En vilipendant mon expression. S'il n'y a pas d'autres observations, on va donc mettre le PV aux voix. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient. Donc le PV est adopté avec 24 voix pires, puisque Nicolas, le voilà, revient maintenant avec les lunettes. Nous allons donc ouvrir le chapitre des affaires générales avec une première délibération où il s'agit de désigner les représentants de la commune au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées à la communauté d'agglomération du Grand Dax, et c'est Arthur Chasseur qui va nous rapporter la délibération. Merci, bonsoir à toutes et tous. Donc l'article 1609 noni C4 du Code général des impôts dispose qu'il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres d'une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui détermine la composition à la majorité des 2/3. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
Par délibération du Conseil communautaire du 30 mars 2026, ce dernier a décidé des modalités de représentation des communes du Grand Dax à la Commission locale d'évaluation des charges transférées, dite CLECT, et notamment que les communes membres disposeront du même nombre de sièges au sein de la CLECT qu'elles ont au sein du Conseil communautaire, et qu'il appartient à chacune de délibérer pour désigner ses représentants. Il est précisé que les élus désignés peuvent ne pas être conseillers communautaires. Le conseil municipal doit désigner 11 membres pour siéger à la CLECT, soit 8 sièges pour la liste « Construisons notre avenir, protégeons notre cadre de vie » et 3 sièges pour la liste « Ensemble, Saint-Paul avance ». L'élection des membres de la CLECT se déroule à scrutin secret, sauf si l'Assemblée délibérante décide à l'unanimité de ne pas y procéder. Il est fait appel à candidature pour désigner les membres du conseil municipal pour siéger au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées, dite CLECT. Merci Arthur. Je vais donc faire appel à candidature et dire que donc pour la liste que nous représentons, donc, nous avons prévu Dominique Romain, Aurélie Larivière, Éric Castets, Nathalie Durquetti, Sandrine Buisson, Nicolas Kunz, Corinne Dutoya et moi-même. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Mais je crois que vous avez déposé la liste, hein, c'est bien ça. Voilà, donc avec 3 noms, si je ne me trompe pas. Donc Julien Bazus, Sylvie Péducas et Alain Godot pour les autres candidatures. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? Alors si vous êtes d'accord, on va procéder au vote. Si vous êtes d'accord, on procédera à main levée. Tout le monde est d'accord pour qu'on procède à main levée. Et je vais donc mettre la délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'abstention. Voté à l'unanimité. Je vous remercie pour cette première délibération. Deuxième délibération, il s'agit donc de créer et de fixer la composition de la commission consultative des services publics locaux que va nous présenter Valérie Larocquère. Bonsoir à tous. L'article L 1413-1 du Code général des collectivités territoriales rend obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants la création d'une commission consultative des services publics locaux. Cette commission comprend le maire, président de droit ou son représentant désigné par arrêté, des membres de l'Assemblée délibérante désignés selon le principe de la représentation proportionnelle, des représentants d'associations locales représentant les usagers et nommés par l'Assemblée délibérante. En fonction de l'ordre du jour, le président peut inviter toute personne qualifiée avec voix consultative, notamment le comptable de la collectivité, dont l'audition paraît utile aux travaux de la commission. La commission examine chaque année le rapport établi par le délégataire de services publics, les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable des services d'assainissement, un bilan d'activité des services exploités en régie dotés de l'autonomie financière, le rapport établi par le titulaire d'un marché de partenariat. Elle est aussi consultée pour avis par l'Assemblée délibérante sur tout projet de délégation de services publics, de création d'une régie dotée de l'autonomie financière de partenariat. De plus, le président de cette commission présente à son conseil municipal avant le 1er juillet de chaque année un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. Il est proposé au conseil municipal de créer cette commission et d'en fixer la composition comme suit. Du maire ou son représentant désigné par arrêté, de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus du conseil municipal désignés à représentation proportionnelle, de 3 représentants désignés par le conseil municipal au titre des associations locales. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation, nous allons passer au vote. Qui est pour? Je vous remercie, pas d'abstention, pas de contre, adopté à l'unanimité. Donc après avoir créé effectivement donc maintenant cette composition de commission, il s'agit maintenant de désigner les membres de cette commission consultative des services publics locaux. Et c'est toujours Valérie Larocquère qui nous en parle. Le conseil municipal vient de procéder à la création de la commission consultative des services publics locaux et en a arrêté la composition. Cette commission comprend le maire, président de droit ou son représentant désigné par arrêté, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus du conseil municipal désignés à la représentation proportionnelle, 3 représentants désignés par le conseil municipal au titre des associations locales.
L'élection se déroule au scrutin secret, sauf si l'Assemblée délibérante décide à l'unanimité de ne pas y procéder, article L 2121-21 du CGCT. Si une seule liste a été présentée après appel à candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président de l'Assemblée délibérante. Pour l'élection des représentants du conseil municipal, les listes déposées sont les suivantes. Oui, alors effectivement, j'ai reçu donc 2 listes pour la liste donc Construisons notre avenir, protégeons notre cadre de vie. Thierry Berthelier, Bruno Dupuis, Éric Astette, Alexandre Vraine et Patrick Darget titulaires. Et les 5 suppléants, Amélie Zanin, Philippe Puyot, Valérie Larouquère, Laurence Giraldet, Arthur Chasseur. Et pour la liste donc Saint-Paul Avance, titulaire Julie Gougne, Hélène Deyris, Dominique Marre. Et suppléants Sébastien Ducasse, Julien Bazus et Sylvie Péducasse. Voilà. Oui. On m'entend ? Oui. De plus, il est proposé de désigner 3 représentants des associations locales suivantes, le président ou son représentant dûment habilité par l'UDFO 40, le président ou son représentant dûment habilité par l'association UFC Que Choisir, la présidente ou son représentant dûment habilité par l'association Conférence nationale du logement, CNL 40. Merci. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça ? Pas d'observation. Donc si vous êtes d'accord, là aussi, je vous propose de voter la délibération à main levée. Donc je vais la mettre aux voix. Qui est pour ? Pour la liste, pour la première, la liste. Oui, puisqu'on a déposé effectivement. Voilà. Donc je reprends. Donc 2 listes déposées, hein. Une liste avec des titulaires et des suppléants que j'ai énumérés tout à l'heure pour la liste Construisant notre avenir, et donc une liste que vous avez déposée donc pour Saint-Paul Avance avec des titulaires et suppléants. Donc on procédera donc à main levée puisque toute l'Assemblée est d'accord. Et donc je mets aux voix qui est pour la liste Construisons notre avenir, protégeant notre cadre de vie avec les personnes que j'ai énumérées. Qui est contre? Alors, on va voter pour l'autre liste. Oui, si vous voulez, on vote pour l'autre liste. Donc, pour la liste Saint-Paul Avance que j'ai énumérée tout à l'heure, qui est pour? Qui est contre? On peut lever la main. Bon, ça ne change rien au résultat. Donc, la liste Saint-Paul Avance obtient 8 voix et la délibération est adoptée avec 25 voix pour la liste Construisons notre avenir, protégeant notre cadre de vie. Je vous remercie. Voir la répartition du coup. Alors, ça a été indiqué dans la délibération, effectivement, la proportionnelle. Donc, du coup, je vais vous redonner effectivement la proportion qui donc va être représentée pour donc titulaire Thierry Berthelier, Bruno Dupuis, Éric Astette, Alexandre Vraine. Et donc, je reprends le titulaire, ça sera Julie Gougne. Et dans les suppléants, donc Amélie Zanin, Philippe Puyot, Valérie Lacroquère, Laurence Giraldet. Et suppléant, Sébastien Ducasse, donc pour la liste Saint-Paul Avance. Je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit de créer, de constituer la commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées. Et c'est Marjorie Bourderie qui nous rapporte la délibération. Bonsoir. La loi numéro 2005-102 du 11 février 2005, modifiée par la loi 2009-526 du 12 mai 2009, a institué l'obligation de créer une commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées dans les communes de plus de 5000 habitants. Lorsqu'une commission intercommunale et communale coexistent, elle veille à la cohérence des constats qu'elles dressent chacune dans leur domaine de compétences. Cette commission n'a pas de pouvoir décisionnel. Ses compétences sont définies par l'article L 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, à savoir: elle dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle élabore un système de recensement de l'offre des logements accessibles aux personnes handicapées. Elle est chargée de faire toutes les propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. De plus,
Elle établit un rapport annuel à présenter en conseil municipal et adressé aux représentants de l'État dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par ce rapport. Elle est composée notamment des membres du conseil municipal, des représentants d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville. La liste des membres est arrêtée par le maire. Il est proposé au conseil municipal de procéder à la création de la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées et d'en fixer la composition. Merci. Merci Marjorie. Est-ce qu'il y a des observations ? Dominique Mar. Oui. L'accessibilité dont nous parlons ce soir doit être examinée dans ce qu'elle est véritablement. Elle est globale et elle est maintenant, depuis 2006, que la convention dite relative aux droits des personnes handicapées a été ratifiée par les instances internationales, ratifiée par la France 10 ans après, enfin à peu près 9 ans, en 2015. Donc cette accessibilité-là, elle est globale et elle revêt la totalité de ce qui peut faire un ensemble de solutions adaptées aux personnes handicapées. Il y a en gros 4 critères sur lesquels doit s'appuyer cette accessibilité. C'est l'architecture et le cadre bâti, c'est les emplois et le travail, c'est les services et les programmes, bon ça on entend ça, services et programmes mis en place par les États, et c'est toute la, enfin on peut scinder en deux d'ailleurs, toute la partie information numérique et la formation des personnes handicapées, tous ces secteurs-là doivent être accessibles. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas simplement d'une perception de l'accessibilité technique ou de soins ou de santé, mais bien une accessibilité globale pour l'ensemble des individus. Dès lors que j'ai dit ça, on voit bien que l'arsenal législatif en France est assez complet et assez précis, et il indique, c'est pour ça que la délibération est assez surprenante, il indique bien que dans une commission communale d'accessibilité, ou du handicap, enfin on l'appelle un peu comme on veut, du moment que les objectifs sont mis en place, dans cette commission, vous proposez 3 membres sur la partie handicap et 5 membres du collège élu. Or, votre délibération comporte le texte de loi qui précise bien que chaque formation du handicap doit être représentée. En France, on en reconnaît 3 officiellement, hein, le handicap moteur et physique, le handicap sensoriel et le handicap mental psychique. On les a les 3. Mais le décret, enfin la loi précise en outre que le monde économique et le monde associatif sur lesquels l'accessibilité pourrait avoir un impact doit aussi être représenté. Donc là, la commission, enfin la mise en place en tout cas, si les objectifs sont bien respectés et bien rappelés, la constitution de la commission est en dessous de la loi, elle n'est même pas légale. Puisque l'ensemble des textes précise bien, et ça c'est à chaque fois lorsqu'il s'agit de placer des personnes handicapées dans une commission, l'ensemble des formations du handicap doit être représenté. Pour une raison bien simple, puisqu'il s'agit d'accessibilité, il s'agit d'éviter que les besoins des uns soient irréductiblement opposés aux besoins des autres. Tout ça, il s'agit évidemment d'une mise en cohérence d'une accessibilité globale, je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc, il nous est difficile d'adopter une telle délibération. La proposition que nous vous faisons, ça c'est sur le fond. Je reviendrai un peu sur la forme tout à l'heure. Un collège de 5 élus, on aurait pu en mettre 6, puisque la proportionnalité
par rapport au conseil municipal, ça aurait fait 2 de l'opposition, 4 de la majorité. Nous vous proposons d'ajouter 9 membres de la société civile, somme toute, dont 3 relevant des 3 formations du handicap que j'ai précisé tout à l'heure, 3 relevant du monde économique, le thermalisme, le tourisme, il y en a bien d'autres, et 3 relevant de la vie associative, puisqu'il y a des associations, par exemple, comme l'UNAFAM, qui s'occupe des enfants et des parents et de l'accompagnement des familles, où on voit bien que l'accessibilité, c'est bien au-delà de la personne même, fût-elle handicapée. Voilà. Ça, c'est sur le fond. Sur la forme, moi, je trouve inélégant, et je suis gentil en disant, en utilisant ce mot-là, d'avoir 5 élus en face de 3 personnes qui passent leur vie au quotidien à glaner 3 francs 6 sous et à se justifier vis-à-vis des impôts, vis-à-vis de l'administration de l'État, vis-à-vis de l'administration territoriale. Et là, on va mettre finalement des sachants, puisque c'est pour ça qu'on les met dans la commission, face à des élus dont une partie peut être sachante aussi, mais qui sont là essentiellement pour écouter, échanger, faire des propositions. Alors, je trouve ça pas élégant de mettre 3 personnes dont on demande une espèce d'expertise face à des 5 élus qui sont là pour les écouter. Donc je trouve que la proposition de notre groupe est assez équilibrée. Un collège d'élus de 5 ou 6, Madame la maire, c'est à vous de voir. Une commission portée à 9 membres supplémentaires, ce qui voilà, me permet de dire que dans cette commission, ce qui compte, c'est la mise en place de l'accessibilité. Et là, un ensemble d'échanges, une richesse dans les propositions doit être recherchée et non pas voir l'accessibilité uniquement comme un aspect technique ou un aspect de santé et du soin. Je dis cela parce que, avec Julie Gougne, nous avons participé à la commission des affaires sociales et du handicap. Et on nous a bien dit que, en fait, le handicap était coupé en 2. Enfin bon, voilà. Heureusement qu'il ne s'agit pas des personnes. La partie handicap sera vue, alors laquelle ? Dans les affaires sociales, mais l'orientation sera prise dans la commission des affaires sociales. Et puis la partie accessibilité sera vue dans la commission sécurité. Donc en fait, moi j'ai le sentiment, je le sais partager, que la vision que vous nous présentez, Madame la maire, est un peu trop sécuritaire. Aller expliquer à une personne handicapée que la mise en place d'une boucle magnétique pour les malentendants, ça touche la sécurité. Enfin, sauf à se prendre les fils, enfin les pieds dans le fil. Mais en règle générale, il n'est pas par terre, mais au plafond. Je ne vois pas, voilà. Et l'accessibilité, c'est ça, c'est des milliards de choses qu'on met en place, des pans inclinés. La sécurité, là aussi, je ne vois pas, mis à part la mise en place du pan incliné. Voilà, donc c'est le sentiment que j'ai. Donc moi, effectivement, si notre proposition ne pouvait être retenue, car elle correspond, et elle seule correspond au texte en vigueur, votre proposition est hors la loi, en dehors des textes. Et en plus de ça, le texte, vous le précisez même dans la délibération. Donc c'est étonnant qu'il n'ait même pas appliqué dans le propos liminaire de votre délibération. Voilà, Madame la maire. Alors, pour vous répondre, il s'agit ici, dans cette délibération, de créer cette commission communale d'accessibilité qui est une obligation légale. C'est écrit dans la délibération, hein, elle travaille sur tout ce qui est le cadre bâti, la voirie, les accès, les transports, les espaces publics, etc. Il s'agit ici de créer véritablement une commission qui doit se réunir 1 à 2 fois par an de façon obligatoire. Les membres sont ensuite désignés par arrêté du maire. Et quand vous parlez sur la forme d'élégance et de façon dont on aurait compartimenté le sujet du handicap, là, il s'agit de se tenir effectivement à nos obligations légales sur lesquelles nous, véritablement, nous avons donc décidé
de travailler véritablement sur les problématiques d'accessibilité. Et ça n'a pas forcément de lien direct avec la commission sécurité ou la commission accessibilité que l'on a créée d'ailleurs au passage, à travers laquelle potentiellement il peut effectivement y avoir des relations transversales, hein, ce n'est pas cloisonné et coupé en deux comme vous le dites du tout, mais là il s'agit de notre sujet, il ne s'agit pas d'une commission accessibilité, il s'agit bien de créer cette commission communale sur l'accessibilité pour les personnes âgées, pour répondre donc à nos obligations légales, pour les personnes handicapées, pour répondre de façon légale à nos obligations et pour pouvoir la faire réunir. Parce que, bon, je vous rappelle quand même les faits, c'est que sur la précédente mandature, ce type de commission, elle s'est réunie que 2 fois dans le mandat, alors qu'on a obligation de la réunir quand même au moins une fois par an. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose. Et donc effectivement, par rapport à ça, on a décidé de véritablement mener une politique sur l'accessibilité, chose que vous n'avez pas forcément fait au regard du nombre de fois où elle s'est réunie ou au regard des budgets qui avaient été attribués, puisque en 6 ans, c'est quelques 17 000 euros de travaux réalisés alors que budgétisé 25 000 par an. Bon, voilà. Donc par rapport au sujet sur la forme et sur l'élégance, je pense que ce que l'on propose ce soir me paraît être plus conforme à nos obligations que ce que vous avez pu envisager de faire, mais que finalement cette commission ne s'est pas tenue et vous n'avez pas présenté en conseil municipal aucune délibération par rapport à tout ça. Voilà ce que je pouvais vous préciser, et donc je rappelle que les membres sont ensuite désignés par l'arrêté du maire. Sylvie Péducasse. Madame le maire, je me doutais un petit peu que vous alliez aller sur ce terrain-là, et puis comme effectivement nous on est totalement transparent sur nos fonctionnements, on concède qu'effectivement on a eu des difficultés avec la tenue de cette commission, en lien aussi avec le passage de 3 directeurs des services techniques et la relance un petit peu à chaque fois de ces sujets-là. Et on n'en est pas forcément très fiers, on peut tout à fait concéder cet élément-là. Ce que vous oubliez de signaler en parallèle, c'est que en parallèle de cette commission, qui est effectivement imposée par la loi, nous avions créé par contre un conseil local du handicap. Que ce conseil local du handicap examinait exactement les mêmes questions. Il les examinait, comme vient de le dire Dominique Marre, de manière très transversale et très large, en envisageant l'ensemble des sujets de l'accessibilité, c'est-à-dire pas seulement celui du bâti, parce que là vous nous parlez de chiffres, vous nous parlez effectivement d'investissements liés à l'agenda ADAPT, en fait, donc à l'accessibilité du bâti, sauf que le handicap, comme le disait Dominique, c'est un sujet bien plus large. Il y a l'accessibilité aux loisirs, l'accessibilité à la culture, l'accessibilité à l'emploi. Vous oubliez effectivement que nous avons traité ces sujets-là en travaillant en parallèle avec l'ESAT, en proposant des contrats d'accompagnement des personnes en situation de handicap au niveau de la ville, etc. Et donc, au niveau du Conseil local du handicap, sur lequel, si vous voulez qu'on se renvoie des balles, on peut le faire, vous étiez tellement préoccupé par le sujet du handicap que vous n'avez jamais siégé. Donc, preuve que sans doute, à l'époque, ça vous intéressait beaucoup. Sur cette commission-là, effectivement, les questions ont été traitées, les questions ont été envisagées, et surtout, la représentativité a été bien plus large par rapport à ce que disait Dominique. C'est-à-dire que s'il y avait effectivement des élus, il y avait une très large représentation des associations, des organisations qui représentaient les personnes en situation de handicap, qui permettaient d'envisager le handicap sous tous ses aspects, et qui ont conduit d'ailleurs à de très très beaux projets, y compris qui ne sont que des projets de sensibilisation ou des projets sociaux, comme d'ailleurs le partenariat avec le projet départemental du mois de l'autisme, voilà, sur lequel de nombreuses actions ont été menées dans le courant de ce mois d'avril. Donc on peut entendre votre critique. Notre propos est de dire votre commission, que nous espérons voir se tenir de manière régulière et à laquelle nous adhérons totalement à l'idée de pouvoir la créer, elle nous paraît par contre, effectivement, complètement déséquilibrée en termes de représentativité, et elle ne permet pas l'expression la plus large possible de l'ensemble des représentants qui devraient y siéger, pour permettre effectivement qu'il y ait réellement un débat et une prise en compte des besoins, des freins, des difficultés qui peuvent être rencontrées par les personnes empêchées de manière générale, qu'elles soient âgées, puisque vous avez cité le terme tout à l'heure, ou en situation de handicap, et quel que soit ce handicap. Alors,
Par rapport à ce conseil local que vous aviez créé du handicap, il s'agissait tout d'abord d'un groupe de travail. Et là, je redis ce que j'ai dit, il s'agit de créer une commission communale liée à l'accessibilité donc pour les personnes handicapées, pour répondre donc à nos obligations légales par rapport à ça, sur lesquelles, sur la précédente mandature, on n'a pas répondu. Alors, vous pouvez évoquer que vous avez voulu traiter le handicap au sens large à travers ce groupe de travail, mais finalement, ce groupe de travail, il y a eu une seule délibération en mai 2024, et plus rien d'autre. Donc là, à travers cette commission, à travers la notion de handicap qu'on traitera parallèlement dans la commission des affaires sociales, à travers l'accessibilité qu'on pourra aussi traiter à travers la commission sécurité, accessibilité, on pourra de la même manière travailler de façon large sur les sujets qui concernent le handicap. Mais là, en l'occurrence, il s'agit effectivement de mener une politique véritablement forte par rapport à l'accessibilité qui est une de nos obligations de la collectivité locale pour répondre à cette problématique. Julien Bazus. Oui, merci, ça y est, elles sont. Donc effectivement, moi je concède qu'il n'y a pas eu de commission, comme disait Sylvie Péducas, sur l'ensemble. Je ne voudrais pas être désagréable non plus vis-à-vis d'autres partenaires ou institutionnels qui nous ont obligés à annuler, mais on concède, on n'a pas été au top là-dessus, il n'y a pas de problème. En revanche, 17 000 €. Ah oui, parlez d'un budget fléché, mais vous oubliez tout le reste. Je prends juste l'éclairage sur le parvis de la mairie qui était mise en conformité vis-à-vis du handicap, et ce sont des milliers d'euros. Les 17 000 €, l'enveloppe est explosée à travers les rénovations, à travers les aménagements que l'on a pu faire ailleurs et qui n'étaient pas fléchés sur cette ligne particulière. Alors vous souhaitez jouer là-dessus, très bien, mais on pense que le handicap n'est pas un thème de jeu. Il faut le prendre véritablement au sérieux. Quand on parle d'un groupe de travail pour le CLH, on ne peut pas entendre ça. Je laisse Madame Poydemange s'organiser. C'est pas très grave. Mais le Conseil local du handicap, c'est un outil structuré qui est adopté par délibération et qui a travaillé en sous-commission, qui a œuvré dans toutes les directions et les dimensions du handicap. Donc voilà, on ne peut pas laisser à nouveau tirer un sujet vers le bas comme celui-ci, à coup de chiffres, à coup d'éléments de langage, etc., parce que ça ne représente absolument pas la réalité, et vous le savez. Je formule une proposition, c'est que M. Dominique Mar puisse être candidat titulaire dans le cadre de cette libération et Julie Gougne comme suppléante. Je prends acte de votre proposition, mais comme je vous l'ai dit, voilà, les membres sont désignés par arrêté du maire, ça c'est le premier point. Alors, je vais conforter ce que je dis dans les chiffres, c'est que l'exemple parfait, quand on parle d'accessibilité par exemple, quand on voit le retard qu'on a pris sur nos trottoirs et l'enveloppe financière que vous aviez dédiée à ce sujet pour refaire des trottoirs qui auraient pu permettre aux personnes effectivement en situation de handicap de pouvoir utiliser les trottoirs dans de bonnes conditions, et bien vous aviez décidé de baisser là aussi des enveloppes. Alors vous pouvez nous donner toutes les leçons que vous voulez sur les groupes de travail que vous avez imaginés autour du handicap. Les faits sont là, c'est que non seulement vous avez réduit ces enveloppes pour répondre à des obligations d'accessibilité d'une part, cette commission, elle ne s'est pas réunie comme c'était prévu. Le groupe de travail n'a eu qu'une seule délibération. Et encore une fois, vous aviez sur d'autres sujets, en lien avec l'accessibilité, qui est une de nos obligations, décidé de baisser les budgets. Voilà. C'est tout ce que je rajouterai pour expliquer notre position et notre choix de politique en ce sens-là. S'il n'y a pas d'autres observations, M. Dominique Mar. Oui, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, je n'étais pas là. Donc voilà, mais je suis solidaire complètement du groupe auquel j'appartiens. Je vais reprendre vos propos, Madame la maire. Vous disiez tout à l'heure que vous vous en tenez à la stricte légalité quant à la création. Soit dit en passage, vous parlez de création aujourd'hui alors que vous admettez qu'il existait une commission communale d'accessibilité auparavant. Donc en fait, c'est pas tout à fait une création. Enfin, bon, voilà. C'est une obligation légale. Les mots ont un sens, même si en début de mandat, on procède aux nominations des commissions qui existent déjà. Soit dit en passant, alors, vous parliez de l'égalité. Enfin, j'espère pour vous que vous avez fait un peu de droit, parce qu'il suffit quand même de lire vos propres propos dans le début de la délibération. La loi impose à ce que lorsque le handicap est appelé à siéger,
il y ait suffisamment de personnes pour que chacune des formations du handicap soit représentée. Ça, c'est la loi. Vous ne mettez pas une personne en situation de handicap pour représenter le handicap tout court. La loi impose qu'il y ait des représentants, comme j'ai dit tout à l'heure, moteurs psychiques, sensoriels ou mental psychique. Donc ça, c'est la loi qui le dit. Le décret le dit. La loi 2005 le dit. Vous le dites dans votre délibération. Et la délibération dit aussi qu'il faut qu'il y ait le monde économique et qu'il y ait le monde associatif. Comment peut-on raisonnablement, alors qu'il faudrait un minimum de 5 représentants de la vie civile et 5 élus, que vous n'en preniez que 3? Qui a décidé que vous n'en preniez pas 3? C'est pas dans la loi. Le mot 3 n'est pas dans la loi. La loi ne fixe pas de nombre. Elle estime que l'élu est assez intelligent, bon, visiblement, on peut avoir des doutes, pour choisir un nombre suffisamment important pour que la commission ait du sens. Donc, moi, je réitère notre proposition d'avoir un collège d'élus qui ne soit pas pratiquement le double du collège des personnes à qui on demande leur avis sur la mise en place de l'accessibilité. Bon, je confirme que nous souhaitons mener nos politiques sur l'accessibilité que nous pourrons exercer à travers la création de cette commission. Quant à vos remarques et jugements de valeur sur les capacités des élus, j'avoue que je suis assez surprise de cette attitude. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres observations, Marjorie. Alors, nous allons décider d'intervenir avec Valérie. Nous sommes toutes les deux reconnues handicapées. Donc nous faisons partie de la commission et nous sommes toutes les deux reconnues handicapées. Donc vous vouliez des personnes handicapées dans cette commission, vous en avez déjà 2 autour de la table. S'il n'y a pas d'autres observations, Julien Bazus. Merci. Oui, puisque vous faites une digression sur les trottoirs, je vous rappelle que le budget que vous pointez à la charge à la municipalité ne concerne que les trottoirs qui sont bordure de départementales et que dès le début du mandat, nous avons fait une rénovation partielle de l'avenue Foch en attendant l'arrivée de la voie cyclable. De même pour l'avenue Vincent de Paul qui a vocation à accueillir une voie cyclable puisqu'elle fait partie des itinéraires prioritaires. Donc moi, je serai face à chaque fois cette rengaine de nous dire il y a ci et il y a ça qui ne va pas et ce trou et ce truc, etc. Proposer qu'on puisse discuter, en fait. C'est là où un débat aurait été utile, une fois encore, pour pouvoir échanger là-dessus. Parce qu'à travers un chiffre sorti comme ceci, bien évidemment, on fait raconter ce qu'on veut et n'importe quoi, et sans dit long sur le niveau de jeu. Déjà qu'on n'arrive pas à mettre 8 élus sur le même côté autour d'une table. Si on tourne autour de ça pendant 5 ans, je rejoins M. Kunz, ça va être un petit peu long. Je souhaiterais avoir notre réponse par rapport à la proposition que j'ai formulée tout à l'heure. Est-ce OK pour que le 5e poste puisse être attribué à Dominique Mar et en suppléante Julie Gougne, ce qui nous déterminera quant au vote qu'on a réalisé dans quelques instants. Julie Gougne. Oui, et je rappelle aussi que, enfin, peut-être que les gens ne le savent pas, moi-même et Dominique Mar sommes handicapés tous les deux. Donc il serait quand même de bonne foi de pouvoir essayer d'intégrer des personnes handicapées au sein de l'opposition. Bon, alors si il n'y a pas d'autres observations, je vais répéter ce que j'ai dit, c'est que je prends acte de votre souhait, que la liste des membres est arrêtée par le maire et que donc nous allons passer au vote sur cette délibération. Qui est pour ? Vous ne répondez pas à la question. Est-ce que c'est OK ou pas OK pour que Dominique Mar et Julie Gougne puissent intégrer la liste ? Cela conditionne notre vote. J'ai décidé, en tant que maire, de prendre un arrêté dans lequel, effectivement, ne siège pas ni Julie Gougne ni Dominique Mar. Donc vous refusez la proposition. Très bien. Enfin très bien non, mais au moins on a la réponse. Qui est pour ? Qui est contre ? 8 contre. La délibération est adoptée avec 25 voix pour. Délibération suivante. Il s'agit donc de désigner les membres du conseil municipal au sein de la commission d'attribution des jardins familiaux. Et c'est Éric Castet qui va nous la présenter. Bonsoir. Alors, par délibération numéro 11-09-1 en date du 22 septembre 2011, le conseil municipal a décidé de créer des jardins familiaux au nombre de 16 d'une superficie de 100 mètres carrés, clôturés avec un abri-jardin sur un terrain situé à Saint-Paul-et-Dax, rue de l'Aiglon, et a adopté un règlement intérieur et une charte jardinage et environnement. Puis, d'autres jardins familiaux ont été créés rue du Marancin,
composée de 24 parcelles de 100 mètres carrés chacune, également clôturées et équipées d'un abri jardin. Ces équipements ont pour objectif de permettre aux habitants de la commune ne disposant pas de terrain de cultiver un jardin en vue d'une production familiale de fruits et légumes. Afin d'assurer une gestion équitable et transparente de l'attribution des parcelles, une commission d'attribution des jardins familiaux a été mise en place. La désignation des membres est faite par vote à bulletin secret, sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas y procéder. Donc, il convient de procéder à la désignation de 2 représentants du conseil municipal appelés à siéger au sein de cette commission. Il est donc... S'il vous plaît. Oui. Voilà, nous souhaiterions faire la demande de... Est-ce qu'il serait possible d'avoir un représentant de notre groupe et également dans cette commission? Alors, on va effectivement faire appel à candidature. Donc, nous vous proposons, pour ce qui nous concerne, la candidature donc, de Bruno Dupuis, titulaire, et de Thierry Berthelier, suppléant. Quelle est donc la candidature que vous proposez? Eh bien, on proposait Madame Julie Gougne en titulaire et Alain Godin en suppléant. Très bien. Donc, 2 candidatures, Bruno Dupuis, Thierry Berthelier et Alain Godot, Julie Gougne. S'il n'y a pas d'autres observations et si vous êtes d'accord, nous allons procéder au vote. Et si vous êtes d'accord, nous allons procéder au vote à main levée si nous n'avez pas d'inconvénient. Oui. Donc on va voter. Donc qui est pour la candidature de Bruno Dupuis, titulaire, et de Thierry Berthelier, suppléant? 25 pour. Qui est pour la candidature de Julie Gougne et de Alain Godot? 8 pour. Donc, c'est les candidatures de Bruno Dupuis et Thierry Berthelier qui sont retenues avec 25 voix pour. Je vous remercie. Délibération numéro 6. Il s'agit donc de constituer la commission communale des impôts directs et de désigner les commissaires. Et c'est Dominique Romain qui vous la présente. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Oui, excusez-moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait 2 places, d'après la délibération, et donc je pensais qu'il y avait 2 places de titulaires, en fait. Non ? Il y a 2, pardon, je reviens donc sur la délibération précédente numéro 5 qui concernait les jardins familiaux. Donc il s'agissait de désigner 2 représentants pour siéger donc dans cette commission, un titulaire, un suppléant. Donc du fait que vous ayez proposé, candidature, on a voté pour la première liste qui a proposé un titulaire et un suppléant, et pour votre candidature qui a proposé un titulaire et un suppléant. Donc il y a 2 élus titulaires. Donc il y a 2 titulaires et 2 suppléants. Si vous 2 représentants, ça fait 2 titulaires et 2 suppléants. Dupuis et un suppléant, Thierry Berthelier. Ça fait pas 2 représentants, ça fait un seul représentant. Lors de la commission, il n'y aura qu'un seul représentant. Dans la délibération sur l'article unique, il est proposé 2 noms. Il n'y a pas marqué titulaire et suppléant. Un titulaire et un suppléant. Ce n'est pas ce qui est marqué dans la délibération. 2 représentants titulaires. Bon, on a peut-être 2 représentants. Donc Julie Gougne peut siéger du coup avec l'autre titulaire qui était Monsieur Dupuis. On vient de voter Monsieur Dupuis comme titulaire, Monsieur Berthelier suppléant, et Madame Gougne titulaire, Monsieur Godot suppléant. Alors, par rapport à comment est formulée la délibération, effectivement, il y a peut-être un éclaircissement à apporter, mais c'est 2 représentants. Alors, effectivement, titulaire ou suppléant, ce n'est pas précisé dans la délibération, et effectivement, ce n'est pas comme ça que ça doit être articulé, mais il s'agit bien à la fin donc de 2 représentants, qui seront donc Bruno Dupuis et Thierry Berthelier, si on ne fait pas état de titulaire et suppléant, puisque effectivement, ce n'est pas stipulé, et ainsi, c'est 2 représentants du conseil municipal.
Mais Madame le maire, c'est pas comme ça qu'on a voté. Vous avez proposé une candidature de titulaire, une candidature de suppléant. Vous pouvez pas revenir sur les candidatures une fois que la délibération a été votée. C'est quand même curieux. Et vous devez réorganiser un vote. Du point de vue légal, ça ne passe pas. Bon, alors, est-ce que vous voulez qu'on réorganise un vote par rapport à cette délibération numéro 5 ? C'est la légalité, en fait. Hein. Bon, il faut que nous revotions effectivement par rapport à cette délibération sur les jardins familiaux. Attendez, excusez-moi, en quoi c'est gênant que Mme Gougne soit titulaire aussi ? Jardins familiaux. Non mais excusez-moi, attendez, vous venez de faire adopter une mesure et vous n'êtes pas d'accord avec la mesure que vous venez de faire adopter. En quoi c'est gênant que Mme Gougne soit élue ? Avec M. Dupuis, ils vont très, très bien s'entendre pour attribuer les jardins familiaux. Je prends attache auprès de la direction des services, garante de nos délibérations. Donc effectivement, je pense qu'il faut revoter cette délibération. Donc nous allons revoter cette délibération. Il est donc fait appel à candidature. Nous proposons 2 représentants du conseil municipal pour siéger dans cette commission pour notre liste, qui seront donc Bruno Dupuis et Thierry Bertelier. Et donc je pose la question de savoir s'il y a d'autres candidatures. Oui, nous allons proposer la candidature de Julie Gougne, mais enfin, en quoi est-ce gênant qu'elle puisse siéger ? Parce que M. Bertelier s'était proposé suppléant, donc c'est pas gênant si c'est M. Dupuis et Mme Gougne qui proposent leur candidature. On parle de jardins familiaux. Hein. Oui, je ne vous le fais pas dire, on parle de jardins familiaux. Quel débat sur les jardins familiaux pour cette commission d'attribution des jardins familiaux. Donc, nous allons procéder au vote, donc qui est pour la candidature des 2 représentants qui sont Bruno Dupuis et Thierry Bertelier. Donc 25 pour, qui est pour la candidature donc de Julie Gougne. Julie Gougne et Alain Godot, qui est pour 8 pour. Donc les candidatures de Bruno Dupuis et de Thierry Bertelier. Nous n'avons pas proposé Alain Godot, que Julie Gougne. Sont retenues avec 25 voix pour. Délibération numéro 6. Il s'agit donc de la constitution de la commission communale des impôts directs, je disais donc, et c'est Dominique Romain qui va nous la présenter sur la désignation des commissaires. Alors rebonsoir mesdames, rebonsoir messieurs, j'espère que cette délibération passera sans trop de débat parce qu'elle est relativement simple et elle concerne donc les impôts directs. L'article 1650 du Code général des impôts institue dans chaque commune une commission communale des impôts directs. Cette commission est constituée de plein droit et à la suite du renouvellement du conseil municipal, il appartient à celui-ci de proposer une liste de contribuables en nombre double afin de permettre au directeur départemental des finances publiques de procéder à la désignation des commissaires titulaires et suppléants. Là, il y a bien titulaires et suppléants. La commission communale des impôts directs a un rôle essentiellement consultatif en matière de fiscalité directe locale. Elle est notamment chargée d'émettre un avis sur les évaluations cadastrales des propriétés bâties et non bâties, notamment lors de la mise à jour annuelle des valeurs locatives. De participer à l'établissement et à la mise à jour de la liste des locaux de référence pour les locaux d'habitation. De contribuer à la détermination des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties. D'être consulté, le cas échéant, sur les paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels. De signaler à l'administration fiscale les changements affectant les propriétés dont elle pourrait avoir connaissance. La commission se réunit en tant que de besoin et en pratique 1 à 2 fois par an. Elle est composée de 8 commissaires. On appelle les gens les commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants et est présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. Les commissaires doivent remplir les conditions suivantes. Être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Être âgé de plus de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrit au rôle des impositions directes locales dans la commune, être familiarisé avec les circonstances locales
et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. La désignation des commissaires titulaires et de leurs suppléants est effectuée de manière à assurer une représentation équilibrée des différentes catégories de contribuables soumis aux impôts locaux directs, notamment ceux assujettis à la taxe foncière, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ainsi qu'à la cotisation foncière des entreprises. Il est procédé au conseil municipal d'établir une liste de contribuables en nombre, soit 16 commissaires titulaires et 16 commissaires suppléants. Cette liste sera ensuite transmise au directeur départemental des finances publiques qui procédera à la désignation de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants appelés à constituer la commission communale des impôts directs. Vous avez donc, il faut établir cette liste et vous avez en annexe la proposition d'une liste de 16 commissaires et 16 suppléants. Y a-t-il des remarques? Madame le maire est donc chargée de transmettre à la présidente des délibérations accompagnée à la liste annexée au directeur départemental des finances publiques. On va donc procéder au vote de cette délibération qui est pour adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Donc, il s'agit de désigner un représentant de la commune à la SAS Candat. Et c'est Éric Castets qui nous rapporte cette délibération. Alors, dans le cadre de sa participation au sein de la SAS Candat, la commune est appelée à désigner un représentant chargé de siéger au sein des instances de gouvernance de cette société. La SAS Candat constitue un outil opérationnel permettant de porter et de développer des projets d'intérêt local, notamment dans le domaine de l'énergie. La présence de la commune au sein de cette structure permet d'assurer le suivi des activités et des orientations stratégiques de la société, de défendre les intérêts de la collectivité et de participer aux décisions engageant les projets portés en lien avec le territoire. Conformément au statut de la société et aux règles de représentation des collectivités au sein des organismes extérieurs, il appartient au conseil municipal de désigner un représentant titulaire. La désignation des membres est faite par vote à bulletin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, de ne pas y procéder. Il est proposé de désigner M. Jean-Pierre Desjean. Est-ce qu'il y a des observations? Julien Bazus. Oui, on ne sera pas opposé à un vote à main levée, bien évidemment. Juste le hasard du calendrier fait qu'aujourd'hui avaient lieu les assemblées générales de Candat ainsi qu'une visite du site, projet majeur en fait pour notre commune qui s'inscrit dans cet objectif de devenir une ville à l'énergie positive à l'horizon 2030 et qui produira dès l'automne prochain de l'énergie pour entre 2000 et 2500 foyers hors chauffage pour Saint-Paul-et-Dax et qui fera que la municipalité aura accompli sa tâche et son chemin puisque nous produirons plus d'énergie que nous en consommons avec l'ensemble des bâtiments municipaux. Mais la route sera encore longue pour atteindre cet objectif de ville à énergie positive. Dans la précédente mandature, vous avez dénoncé en fait ce projet de Candat. Vous ne l'avez jamais soutenu à travers la délibération. Même, je me rappelle dans l'échange avec Dominique Romain quand ça rapportait de l'argent à les municipalités. Donc nous souhaiterions savoir ce soir quelle est votre position concernant le projet de Candat. Merci. Alors, par rapport effectivement à ce projet, et vous avez raison de le souligner, nous avons émis à plusieurs reprises des observations ou des remarques sur cette structure. Il ne vous aura pas échappé, je le répète, que donc ça fait un mois que nous sommes effectivement en place et effectivement nous sommes en train d'observer par rapport à ce projet et de lever les doutes ou les interrogations que nous pouvions avoir par rapport à cette SAS Candat. Donc là, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas de précision supplémentaire à apporter, si ce n'est qu'aujourd'hui, on va désigner le représentant de cette SAS, puisque effectivement la collectivité est impliquée dans cette structure. Julien Bazus.
Oui, et justement, c'est un petit peu paradoxal par rapport à l'avancement du projet. Moi, j'entends qu'il y a besoin de prendre du temps, mais quand même, pendant 5 ans, vous avez répondu à toutes les questions que vous aviez sur ce projet, et pourtant, ça ne vous convainquait pas plus par rapport à ça. Un projet, une fois encore, majeur, très positif, et je salue l'engagement de tous les institutionnels, les assos et les citoyens, bien évidemment, qui se sont impliqués pour la réussite de ce projet qui sera opérationnel à l'automne prochain. C'est pourquoi, puisqu'il faut avoir ce côté vraiment soutien de la municipalité, je propose ma candidature pour siéger au sein de Candat Énergie. Donc, après Monsieur Dejean, que j'ai eu cet après-midi sur site, j'en remercie. Voilà, j'allais dire, vous aurez pu observer que Monsieur Dejean était effectivement là cet après-midi sur ce site. Donc, vous nous avez proposé qu'on puisse... Pardon, Sylvie Péducasse. Une remarque, c'est que Alain Godot et moi-même ne participerons pas au vote puisque membres de la Candat, nous déporterons de cette délibération. D'accord. Donc, comme vous nous l'avez proposé, nous allons pouvoir procéder au vote à main levée pour désigner donc Jean-Pierre Dejean, membre donc de représentant de la commune pour la SAS Candat, donc qui est... Voilà, oui. Et, alors, d'abord, on va voter pour la candidature de Jean-Pierre Dejean, qui est pour. C'est un voix pour. Donc, deuxième candidature que vous avez proposée, M. Bazus, donc qui est pour la candidature de Julien Bazus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour. Donc, là, voilà, puisqu'il y a donc 2 personnes déportées du vote. Donc, la désignation de Jean-Pierre Dejean est adoptée avec 25 voix pour la SAS Candat. Je vous remercie. Délibération numéro 8. Il s'agit donc de désigner les représentants de la commune à l'AFIPAD, qui est l'association des fichiers partagés de la demande de logement social en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est Valérie Larouquère qui nous la présente. Sociaux intervenant sur le territoire du Grand Dax et plus largement sur le département des Landes, XL Habitat, Claircienne, Domo France, etc., ont un outil commun pour gérer les attributions de logements sociaux. Dans ce cadre, la commune de Saint-Paul-et-Dax a décidé, par délibération numéro 2023-0205 du 23 février 2023, d'adhérer à l'AFIPAD, Association des fichiers partagés de la demande de logement en Nouvelle-Aquitaine, afin de permettre au guichet enregistreur communal de disposer d'informations fiables en temps réel et d'assurer un suivi optimisé des demandes de logement social en complément du service national d'enregistrement, SNE. L'AFIPAD, créée en 2010, fédère des bailleurs sociaux et des collectivités et propose un logiciel métier ainsi que des formations adaptées. À la suite du renouvellement du conseil municipal, il convient de procéder à la désignation des représentants de la commune appelés à siéger au sein de l'Assemblée générale de cette association. La désignation des membres est faite par vote à bulletin secret, sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas y procéder. Il est proposé de désigner Madame Aurélie Larivière, titulaire, et Monsieur Dominique Romain, suppléant, pour siéger à l'Assemblée générale de l'AFIPAD. Est-ce qu'il y a des observations ? Alors, s'il n'y a pas d'observation, je vous propose là aussi qu'on puisse voter à main levée cette délibération, si vous êtes d'accord. Donc, je vais mettre la délibération aux voix, qui est pour... désigner Aurélie Larivière, titulaire, et Dominique Romain, suppléant, à l'AFIPAD. 25 voix pour. Qui est contre? Qui s'abstient? 8 abstentions. Je vous remercie. La délibération est adoptée avec 25 voix pour. Délibération numéro 9, droit à la formation des élus. Et je vais donc vous présenter ces éléments. À la suite du renouvellement du conseil municipal, la commune est tenue de délibérer sur les conditions d'exercice du droit à la formation des élus municipaux. Cette délibération, rendue obligatoire par les dispositions du Code général des collectivités territoriales, a pour objet de définir le cadre général dans lequel les élus peuvent bénéficier de formations adaptées à l'exercice de leur mandat, dispensées par des organismes agréés par l'État. Donc, conformément à l'article L2123-12 à L2123-16 du Code général des collectivités territoriales, l'ensemble des membres du conseil municipal, qui soient ou non titulaires d'une délégation, bénéficient d'un droit à la formation.
De plus, la loi du 22 décembre 2025 relative au statut de l'élu local a renforcé ce droit en prévoyant la possibilité pour tout membre de l'organe délibérant de suivre au cours des 6 premiers mois de son mandat une session d'information relative aux fonctions d'élu local dont le contenu est précisé à l'article 1221-5 du Code général des collectivités territoriales. Il appartient ainsi au Conseil de définir les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le montant annuel des crédits consacrés à la formation des élus, dans la limite de 20% du montant total des indemnités de fonction susceptibles de leur être allouées, sans que le montant puisse être inférieur à 2% de ce même total. Les formations prises en charge par la commune doivent être directement liées à l'exercice du mandat et dispensées par des organismes agréés. Les dépenses éligibles comprennent notamment les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour, dans le respect de la réglementation en vigueur, et le cas échéant, la compensation de la perte de revenus subie par l'élu salarié dans la limite de 24 jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Les crédits correspondants sont inscrits chaque année au budget communal au chapitre 65, autres charges de gestion courante. La présente délibération fixe donc un cadre général pour la durée du mandat. Les décisions individuelles d'inscription à une formation feront l'objet d'autorisations spécifiques. Il nous est donc proposé ce soir de fixer les modalités d'exercice de ce droit et d'inscrire au budget une enveloppe annuelle donc de 5 000 € destinée à la formation des élus pour la durée du mandat. Le conseil municipal vous propose de retenir donc les orientations suivantes pour ces formations, donc compétences de la commune et de l'intercommunalité, organisation et fonctionnement municipal, finances locales et pilotage budgétaire et communal, logement, aide sociale, urbanisme et aménagement du territoire, pouvoir des élus et pouvoir des citoyens, et toute formation évidemment en lien avec l'exercice du mandat municipal. Est-ce qu'il y a des observations? Hélène Deiris. Deux petites observations, enfin c'est pas forcément des observations. Vous marquez que les crédits sont inscrits chaque année au budget. Or là, il se trouve que les crédits ne sont pas sur le budget de 2026 puisque l'enveloppe était inférieure. On est à peu près sur les mêmes pourcentages que vous, mais comme les indemnités ont été élevées, forcément, les 2% sont plus élevés. Donc les crédits d'ailleurs des indemnités ne sont toujours pas au budget de 2026. Pour ces crédits-là, ce n'est pas encore au budget de 2026. Donc comment comptez-vous les faire passer par DM ou au budget supplémentaire? Je pense, voilà, c'était juste une petite confirmation. Oui, je pense sûr. que ce sera au budget supplémentaire. Je ne sais pas quand c'est qui viendra, mais sûrement en juillet. Mais voilà, ça c'est une petite remarque. Et une deuxième remarque, il y a pour 2026 déjà une formation ouverte aux élus, donc qui peut tous nous concerner, qui est sur le harcèlement et sur le RPS. Elle avait été validée et il me semble même que des crédits ont déjà été engagés et elle devrait se tenir. Alors je ne sais pas comment ça avait été décidé. Qu'en est-il de cette formation? Peut-être ce serait bien qu'on soit tous au courant de cette formation et peut-être la proposer, enfin quand c'est que vous nous la proposerez, ou peut-être changerez-vous complètement d'objectif sur cette formation. Mais il me semble que des crédits étant déjà engagés, peut-être qu'il y aura quelques difficultés. Alors effectivement, pour répondre à votre première interrogation, bien sûr, et je profite donc pour préciser que nous avons donc alloué, que nous allouerons une enveloppe donc de 5 000 € en lieu et place de 4 000 € précédemment, et qu'effectivement ça sera inscrit dans le cadre d'un BS au même titre que les crédits pour les indemnités. On en avait déjà parlé au précédent conseil, bien sûr que tout ça sera régularisé en temps et heure. Pour ce qui est de la formation dont vous me parlez, là, on fait état dans notre proposition de pouvoir proposer des formations en lien avec tout l'exercice du mandat d'élu. Donc je vais observer effectivement, est-ce qu'il y avait voilà, ces crédits, dans quelle mesure, est-ce qu'il y avait des personnes déjà inscrites par rapport à ça, pour pouvoir décider effectivement si on continue cette formation en fonction au regard de ce que vous me dites et en fonction des crédits alloués, pour ensuite dérouler effectivement des propositions de formation réellement en lien donc avec le mandat d'élu, même si on peut imaginer que ce type de formation peut s'y articuler d'une manière ou d'une autre. Donc effectivement, on va regarder de ça de près par rapport aux orientations. Oui, mais cette formation-là, vous comptez du coup
vous attendez de voir quoi? Enfin, s'il y a du monde qui va être inscrit, parce que voilà, on ne sait pas, elle n'a pas été proposée encore, donc peut-être qu'il va y avoir du monde inscrit à cette formation. Voilà, c'est pour ça, qu'est-ce que vous allez en faire? C'était le sens de ma question. Quant à revenir sur l'augmentation de l'enveloppe, forcément, elle a été augmentée puisque ça dépend des indemnités, de vos indemnités, enfin de nos indemnités à tous. Il n'y avait pas d'obligation à l'augmenter. Mais il y a un minimum, Madame le maire. Le minimum, c'est 2%. Donc, si vous augmentez... Alors, on ne va pas faire des maths, mais si vous augmentez l'enveloppe globale, forcément les 2% augmentent. Donc, sous contrôle de Dominique Romain, je pense qu'effectivement, on n'était pas peut-être obligé d'aller jusqu'à 1 000 € de plus, pas du tout même, me confirme-t-il par rapport à ça. Donc effectivement, je redis ce que je viens de vous préciser par rapport à la formation que vous évoquez. Nous allons observer dans quelle mesure nous la maintenons ou pas, effectivement, par rapport s'il y avait des crédits inscrits ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres observations par rapport à ça ? S'il n'y a pas d'autres observations, donc nous allons voter la délibération qui est pour adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 10, nous en avons fini donc avec les affaires générales et donc nous allons passer aux affaires foncières pour cette délibération. Il s'agit ici donc de vous parler du bilan foncier pour l'année 2025 et c'est Nicolas Kunz qui va nous en parler. Si on peut lui passer un micro, voilà, pour qu'il puisse intervenir, je vous remercie. Bonsoir. Du coup, proposition numéro 10, il nous est demandé de prendre acte du bilan foncier. Préalablement à ce vote, je souhaiterais vous faire une petite introduction. On va prendre acte, mais ce bilan constitue l'exacte antithèse de ce que nous souhaitons faire et de ce que les citoyens qui nous ont fait confiance souhaitent. Le présent bilan, on constate dans le présent bilan 3 cessions de terrain qui appartenaient préalablement à la collectivité. 3 terrains donc qui appartenaient à l'ensemble des Saint-Paulois et qui dorénavant appartiennent à des promoteurs privés qui vont pouvoir y développer leurs opérations immobilières et financières. Ce bilan, c'est en quelque sorte votre marque de fabrique, puisque tout au long de votre mandat, vous avez participé à l'appauvrissement de la commune, vous avez participé à l'appauvrissement du patrimoine collectif pour servir des intérêts et les intérêts de quelques promoteurs privés. Donc bien sûr, vendre un terrain, c'est possible, c'est pas interdit. Par contre, encore faut-il que ce projet, y compris quand c'est pour un promoteur, soit mesuré, raisonnable, s'inscrive harmonieusement dans son environnement. Et là, on constate encore systématiquement une politique de démembrement du patrimoine municipal, une politique qui a consisté à vendre le trésor public pour équilibrer les comptes sans se préoccuper et sans tenir compte de l'impact que ça aurait sur les riverains et sur la population immédiatement concernée. Donc dans ce bilan, on relève notamment la vente d'un terrain au niveau, enfin 2 terrains d'ailleurs, plusieurs terrains, au niveau du lieu-dit de la Liberté, pour construire dans une zone verte, une zone où aujourd'hui il n'y a aucune construction, pas moins de 440 logements. On constate également la vente d'un terrain en plein centre-ville pour construire un nouvel ensemble immobilier qui accentuera le phénomène de bétonisation de notre centre-ville. Et on constate enfin une opération qui a facilité l'installation des terrasses du lac. Et je pense que d'ores et déjà, on peut constater que ça ne peut que embellir la vue qu'on a sur le lac. Et encore, c'est pas terminé. Donc je vous laisse juger de l'apparence que ça va avoir au final. Le 15 mars dernier, les Saint-Paulois qui ont voté pour nous ont dit non à cette politique. Soyez-en assurés, le prochain bilan foncier, le prochain bilan 2026 foncier ne ressemblera pas du tout à ce bilan. J'ai d'ailleurs demandé aux services compétents de faire un point sur les opérations immobilières en cours pour voir ce que nous pourrons stopper, ce que nous pourrons réguler et enfin malheureusement ce que nous devrons subir puisque des décisions ont été prises et certaines à la veille des élections et donc nous ne pourrons malheureusement que les subir. Donc j'en ai fini. Je vous demanderai dorénavant de prendre acte du bilan foncier 2025. Qui est pour? Ah, vous avez une intervention. Sans micro. Merci Nicolas pour la présentation. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ce bilan foncier? Julien Bazus. Merci. Je n'imaginais pas Nicolas Kunz dans ce registre-là, mais je vais me faire un plaisir de répondre à l'ensemble de ces éléments et de bien prendre le temps d'y répondre.
Permettez-moi un geste amical de saluer André Hulmeau, qui présentait cette délibération chaque année et qui a piloté la politique urbanistique de la ville pendant 6 ans. Parce que vous parlez des Saint-Paulois qui ont voté pour nous. Moi, je salue aussi les presque 50% de Saint-Paulois qui se sont exprimés, qui ont voté pour nous et qui ont voulu aussi continuer ces politiques de lutte en fait contre la problématique du logement sur notre territoire. Tous ces jeunes qui sont obligés d'aller se loger ailleurs. Ces actifs qui ont du mal à retrouver un logement chez nous après être partis, toutes ces personnes âgées qui veulent se rapprocher de leurs enfants, qui ne peuvent pas, toutes ces familles recomposées qui n'ont pas les bons gabarits de logement, etc., etc. Je salue aussi nos collègues, parce que M. Kunz, face à des interventions comme celle-ci, très agressives, très approximatives, si j'ai une recommandation sans vous donner de leçons, c'est quand même de vous informer sur ces sujets avant de les exposer de la sorte sur la place publique. Vous aurez dû être au courant, par exemple, qu'en arrivant, nous avons rejeté 21 grands projets immobiliers en 18 mois, issus de la majorité de Mme Delmont et de Mme Rabat, M. Romain et toute l'équipe. Ils ne vous ont pas informé par rapport à ça? Est-ce qu'ils vous ont informé que le PLUI 2019, c'est eux qui l'ont avancé et fait voter? Et par rapport à toutes les opérations que vous pointez du doigt, excepté les terrasses du lac, c'est issu en fait de ces éléments-là. Mais moi je ne rejette même pas la pierre. Vous aurez dû le faire dans votre intervention si vous étiez allé jusqu'au bout du raisonnement avec une forme d'honnêteté intellectuelle. Je ne rejette pas la bière parce que, comme disait Henri Lavielle ou Jean-Pierre Pénicaud, une ville qui ne se développe pas est condamnée, pas à disparaître, mais vraiment à décrépir. Donc il faut que notre ville se développe pour apporter des réponses à tout ceci, mais pas n'importe comment, tel le Jurassic Park immobilier que nous avons trouvé en arrivant ici à Saint-Paul-et-Dax. Est-ce que Mme Rabat et M. Romain vous ont dit qu'il y avait une opération de 400 logements sur le terrain de la Liberté lorsque nous sommes arrivés et que nous avons repris ce projet? Est-ce qu'on vous a dit, par exemple, que le terrain dont vous parlez qui a été vendu n'est pas constructible? Alors pourquoi allez-vous nous dire, sauf si vous rendez constructible demain, pourquoi allez-vous nous dire que sur ce terrain-là, il y aura des constructions demain? C'est faux. Alors après, vous nous parlez de quoi? Des éléments avant les élections. Effectivement, on a vu une de vos spécialistes de l'urbanisme s'exprimer sur les réseaux sociaux pour dire qu'un permis avait été accordé rue de la Chalosse quelques jours avant les élections. C'est faux. C'est faux. Le permis a été accordé en 2025, c'est un transfert de permis à quelqu'un d'autre. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Vous allez certainement, je le fais pour vous parce que peut-être vous ne le savez pas, le permis qui a été accordé à Talobagne, mais c'est quoi? C'est les OAP qui ont été votés par votre équipe, qui ont été rendus constructibles par votre équipe. Parce qu'effectivement, là où il y a un besoin de maîtrise urbaine, en face il y a des droits des particuliers. Lorsque les particuliers ont des terrains qui sont rendus constructibles par le plan local d'urbanisme, ils peuvent construire dessus. Et nous, ça a été toute notre approche, d'aller shooter certains projets, pardon de l'expression, mais également d'en reprendre pour qu'ils s'inscrivent dans la charte architecturale, pour qu'ils s'inscrivent dans la transition écologique. Et je vais vous reparler des terrasses du lac juste après, pour lesquelles vous avez des mots, effectivement, je vois, fort agréables. Tout ça pour équilibrer les comptes, mais c'est une plaisanterie, j'espère. On va voter les comptes de gestion bientôt. J'espère que vous allez regarder dans le détail. Parce que, alors, Dominique Romain le sait bien, il y aura plus d'argent disponible qu'en début de mandature précédente. Donc aller dire qu'on va vendre ça pour aller équilibrer les comptes, c'est absolument faux. Renseignez-vous. Est-ce qu'on vous a partagé le fait que nous avons racheté pour plus de 200 hectares d'espaces naturels? C'est inédit. Pourquoi vous n'en parlez pas de tous les espaces naturels que nous avons rachetés? Si l'idée c'est d'aller faire peur aux gens et d'aller diffuser encore de la fausse information, on en a eu assez. Alors moi effectivement je préférais qu'on débatte sur les sujets de fond. Terrasse du lac, on n'est pas d'accord, et bon on se le dit. Certains préféraient une friche.pe, certains préféraient le projet immobilier, immeuble social qui était là lorsque nous sommes... Personne ne nous a dit au fait qu'il y avait un plan lorsque nous sommes arrivés sur le point P. On pourra vous le montrer si vous voulez, lui aussi. Et là on se lance dans le projet Léopard qui vise... qui visait la reconversion de cette friche industrielle. On est pile poil dans les politiques de l'État, pile poil dans les politiques nationales. Alors effectivement, ça plaît pas, qu'importe, c'est un projet qui s'inscrivait sur 50 ans, mais débattons de ça sur le fond, pas de ce que l'on n'a pas fait. Et le centre-ville, eh bien oui, nous avons fait le choix de créer une place de centre-ville. Alors ça vous plaît pas, ok, très bien, dans acte on n'est pas d'accord, mais n'allez pas inventer des choses autour de ceci. Et croyez bien, parce qu'on connaît parfaitement les sujets, les dossiers, on connaît parfaitement le droit. On va suivre dans le détail le pilotage et les évolutions que vous allez apporter sur les projets en cours, y compris d'un point de vue urbanistique sur PLUI. Alors,
Monsieur, oui, Nicolas, tu veux apporter une précision? Vas-y. Non, parce qu'on ne t'entend pas par rapport aux enregistrements sur le site. Il faut que tu prennes un micro. Votre remarque. Deux choses. Enfin, je vous ai interrogé sur votre bilan. Vous me parlez du bilan de la mandature précédente. Je vous ai interrogé sur le bilan 2025, vous me parlez de votre bilan précédent. Effectivement, je n'ai pas tous les chiffres, excusez-moi de ne pas avoir regardé le bilan sur 6 ans. Donc sur le bilan 2025, je ne constate pas ce que vous me rapportez. Vous me parlez d'approximation dans ma lecture. Bon, je ne suis pas convaincu par vos réponses. Enfin, vous me dites que vos projets s'insèrent harmonieusement dans le décor. Enfin, sur le lieu-dit de la liberté, j'ai franchement du mal à voir comment n'importe quelle construction pourrait s'insérer harmonieusement dans l'environnement. C'est une forêt. Le point P, je suis le premier d'accord à dire que cette friche industrielle, c'était franchement pas terrible, qu'aménager quelque chose à cet endroit-là, c'était nécessaire. Aménager un immeuble de 5 étages, aujourd'hui, il n'y en a pas autour. Il n'y a pas une terrasse en plus ? Bon, R+4, très bien. Il n'y a pas de R+4 autour. Monsieur Bazus, de l'autre côté, vous reprendrez la parole tout à l'heure. C'est complètement à l'opposé. Monsieur Bazus, vous reprendrez la parole tout à l'heure. On vous a écouté, vous écoutez maintenant Nicolas Kunz, je vous remercie. C'est à l'opposé du lac. C'est pas directement sur l'avenue et c'est à l'opposé du lac. Et c'est une construction qui date d'il y a plusieurs décennies. Donc, sous votre mandature, vous avez pris la décision de faire un immeuble de 4 étages à cet endroit-là. Et cerise sur le gâteau, on déplace un rond-point avec 160 et quelques mille euros de participation de la commune. Pourquoi la commune participe au déplacement de ce rond-point? Pour faciliter, encore une fois, l'aménagement d'un promoteur privé. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de dépenser de l'argent pour déplacer un rond-point qui, pour moi, était tout à fait opérationnel. Donc, vous avez effectivement vos débats. Enfin, depuis que je suis arrivé, et effectivement, je suis novice en politique, je m'excuse, hein, le niveau des débats, excusez-moi, il est franchement pas élevé. Vous parlez de propositions, vous n'en avez pas fait pour l'instant. Le seul, c'est M. Dominique Mar. J'apprécie ses interventions sur le handicap. Il a apporté des propositions. À part apporter des propositions de candidature, pour l'instant, vous n'avez apporté aucune proposition. Donc, sincèrement, vous voyez, je me suis noté réfléchir à une charte de bonne conduite, bienveillance et performance du conseiller. Enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi, aujourd'hui, là, je paye une babysitter pour s'occuper de mes enfants pendant que je viens participer à ça. Franchement, je n'ai pas envie de perdre mon temps et mon argent. Donc, si c'est pour se renvoyer la balle pendant 10 minutes sur est-ce qu'on est bien assis à gauche, à droite, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord, franchement, ça ne va pas m'intéresser, effectivement. Alors, pour compléter l'intervention de Nicolas Kunz, alors, il ne s'agit pas déjà d'invention, hein, Monsieur Bazus. Ce qui a été dit, c'est le bilan foncier, c'est ce qui est écrit, on n'a rien inventé, puisqu'on va en prendre acte. Hein. On ne le partage pas, vous l'avez bien compris. Mais je voudrais au préalable vous rappeler quelque chose, puisque vous l'avez évoqué. Bon, visiblement, vous n'avez pas compris que les élections sont terminées, que les Saint-Paulois ont décidé de nous faire confiance avec un chiffre intéressant et un taux de participation intéressant, puisqu'ils nous ont élus avec plus de 3000 voix, quand vous, en 2020, vous avez été élus par à peu près 1845 voix. Ça, c'est la première chose. Donc, je vous rappelle que la campagne est finie, qu'il s'agit là de prendre acte de votre bilan tel qu'il est. Et que les Saint-Paulois, c'est à nous qu'ils ont décidé de faire confiance. Ça, c'était le premier point. La deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, quand vous évoquez encore une fois Madame Delmont et les OAP et le PLUIH, je vous rappellerai qu'effectivement, vous l'avez très bien dit, il a été adopté en 2019. Ce PLUIH, il a été adopté pas en conseil municipal, mais en conseil d'agglomération. Et en conseil d'agglomération, il me semble bien qu'à la tête de l'agglomération à l'époque, c'était Madame Bonjean et pas Madame Delmont. Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, on pourra reconnaître que ce sont vos amis qui ont adopté ce PLUI. Vous parliez ensuite du permis de la rue de la Chalosse. Vous avez dit c'est faux, il n'y a pas eu de permis. Alors, le permis, effectivement, il a été accordé en février. Il a été accordé en février, mais il y a eu ensuite, effectivement, en délibération pour un transfert de permis. Mais dans ce constat-là, ce que l'on peut voir, c'est que l'information quand même qui a été donnée
aux riverains, et c'est comme ça qu'ils ont découvert le projet, c'est qu'effectivement, il y a eu un affichage très tardif de ce permis sur les lieux par rapport à un permis d'origine accordé en février. Donc effectivement, il y a bien un permis de construire pour 3 immeubles rue de la Chalosse, que vous le vouliez ou non, c'est la réalité. Voilà. Ensuite, vous parliez des terrasses du lac. Et alors 4 ou 5 étages, j'excuserai Nicolas, effectivement, qui débute et qui n'a peut-être pas encore absolument tous les chiffres en tête. On est bien d'accord, il s'agit d'un R+4. Et vous parliez par rapport à ça de charte architecturale que vous avez signée. Ah ben alors ça, c'est le parfait exemple d'une charte qui n'est pas respectée. Parce que je sache, la terrasse du lac, je ne vois pas en quoi elle respecte la charte architecturale que nous avons votée. Et deuxième point sur ce sujet, quand vous parlez de loger des jeunes Saint-Paulois, quand on voit le niveau de prix au mètre carré proposé par le promoteur sur ce sujet, je doute qu'on y loge des jeunes Saint-Paulois en difficulté de logement. Voilà ce que je voulais préciser par rapport à ça. Dominique Romain. Oui, je voulais rajouter que sur les terrasses du lac, M. Bazus, en 2020, vous présentiez l'opération Point P comme étant un écoquartier. Moi, je suis allé voir un écoquartier à Bayonne pour rendre compte de l'écoquartier de Séquet, mais comme écoquartier à Saint-Paul, je pense que vous avez changé d'idée pendant la mandature, quoi, hein. Voilà, c'est tout. Allez voir l'écoquartier du Séquet à Bayonne, vous verrez ce que c'est un écoquartier. Mais c'est surtout pas cet immeuble imposant et clivant. Est-ce qu'il y a d'autres observations, Julien Bazus? Oui, ce serait bien qu'on ait une discussion en fait sur ce que je dis, pas sur ce que je n'ai pas dit. Parce qu'effectivement, avoir un débat politique en inventant des réponses pour y répondre, ça ne colle pas à grand-chose. Je formule le vœu que dans le budget formation, il y aura urbanisme et écoquartier. Je n'ai jamais dit qu'il n'y ait pas de permis rue de la Chalosse. S'il y en a un, j'ai expliqué que c'est un transfert de permis. C'est compliqué pour le reconnaître, hein. Il faut l'avouer. Et quand vous dites qu'il n'y a pas eu de concertation, mais c'est faux. C'est un sujet qui a duré 5 ans avec les riverains et autres, y compris sur des bases juridiques. Des riverains qu'on a accompagnés et autres. Donc, une fois encore, vous ne pouvez pas raconter ça. Le PLUI, on ne le remet pas en cause, nous, hein. Pourquoi vous dites on ne le remet pas en cause? Il est très bien le PLUI. Donc c'est très bien qu'il ait été voté en 2019. Mais d'aller dire on est contre la bétonisation alors que c'est votre équipe qui pilotait et avec des vice-présidents à l'agglo, enfin c'est osé. Il faut se le dire quand même, c'est osé. Tout comme je n'ai pas remis en cause le bilan foncier, il est factuel. Moi, les propositions, elles sont claires, mais peut-être que je ne les ai pas formulées assez clairement. Oui, nous voulons une place de centre-ville. Et nous avons œuvré pour ça sur des montages qui sont extrêmement complexes pendant plusieurs années. Oui, nous sommes favorables à la reconversion de cette friche industrielle qui rentre pleinement dans les politiques régionales, les politiques d'État, qui visent à passer de 90% d'artificialisation à 50-60% maximum. Peut-être c'est pas de l'écologie, ça, monsieur Romain. Appliquer l'EIS, pilote qui a été fait à Dusteil sur le léopard. Ce n'est que des recommandations en fait sur la santé, l'écologie, qui cochent les cases en fait de l'écoquartier. La problématique qu'on a eue, vous aurez pu m'en parler. La géothermie, là effectivement on aurait pu avoir un débat. Mais pour le reste, n'allez pas inventer des choses. Ce n'est absolument pas vrai. Donc oui, nous sommes favorables à une place de centre-ville. Oui, nous souhaitons lutter contre la crise du logement. Moi, sur la charte architecturale, enfin, je vous rappelle quand même qu'elle prévoit... Et d'ailleurs, chacun peut revoir la vidéo d'adoption en juillet de la charte architecturale. Il y a bien ce style vernaculaire, le style balnéaire, et nous souhaitions un style thermal autour du lac. Pourquoi un rond-point? Pour supprimer cette route qui mène directement à l'allée du Plumet, mais qui permettent quand même aux camions dans cette phase de transition de pouvoir manœuvrer, parce qu'on pense que c'est plus confortable et mieux pour les familles, les enfants, de jouer dans un tour du lac qui est fermé avec une pelouse, plutôt que d'avoir une route qui est dangereuse, accidentogène. Et d'ailleurs, quand il y a eu des réunions sur site avec les riverains et avec le porteur de projet, il a failli y avoir un accident en direct. Donc tout ceci a un sens. Qu'on ne soit pas d'accord, ok, mais n'allons pas inventer des phrases, des réponses, des je ne sais pas quoi sur l'urbanisme. Et de même, j'ai oublié de répondre tout à l'heure, enfin, nous, je vous rassure, hein, j'ai entendu parler de valises, etc. avec les promoteurs immobiliers. J'ai demandé à mon adjoint parce que moi je n'ai jamais vu la couleur. Et d'aller laisser planer ce genre de choses-là dans les échanges et les débats, c'est juste inadmissible. Et je vous rejoins, on n'est pas à la hauteur des débats dans cette séance du conseil municipal. De même que vos sautes d'humeur. Alors je sais que vous découvrez cette assemblée, mais vos sautes d'humeur de début de séance n'ont aucune place en fait ici dans cette instance. Et si vous voulez qu'on élève le niveau de jeu, il faut arrêter de raconter n'importe quoi,
de prendre un chiffre et de broder autour n'importe quoi, d'aller dire c'est toujours la faute de la précédente municipalité lorsque ça va pas, et vous allez récupérer les beaux projets en disant chez vous, on gagnera tous du temps et de la sérénité au service de la population. Merci. Alors, pour vous répondre quand même, et après je pense qu'on prendra acte qu'on a présenté ce bilan foncier, simplement deux choses. C'est qu'encore une fois, je vais juste vous rappeler une chose, Monsieur Bazu, c'est que vous avez parlé de vos propositions, celles que vous soutenez, celles que vous avez soutenues. Encore une fois, la campagne, elle est finie. Visiblement, vos propositions, les Saint-Paulois n'en ont pas voulu. Force est de constater que le 15 mars, ils ont fait des choix par rapport à ça. Donc, on prend acte qu'effectivement, on ne peut pas partager votre bilan ce soir. Vous parliez du rond-point des Terrasses du Lac, force est de constater que l'immeuble a commencé en travaux et que l'architecture actuelle de les voiries fonctionne. Il n'y a pas l'air d'avoir de particularité par rapport à ça, et qu'effectivement, comme l'a dit M. Kunz, on va financer effectivement une partie des espaces verts à aménager, voilà, pour permettre d'avoir un espace vert devant, entre l'immeuble et le lac. Bon, c'était vos choix. Encore une fois, voilà, on ne les partageait pas. Bon, voilà. Simplement, je vais conclure là-dessus parce que dans tout ce que vous racontez, effectivement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous dites que vous vous inscrivez en faux, mais je suis désolée, il s'agit bien de choses fausses que vous annoncez. Voilà. Si vous êtes... notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la rue de la Chalosse. Par rapport à la rue de la Chalosse, il y a bien un permis qui était accordé pour 3 immeubles. Justement, je voudrais intervenir parce que, s'il vous plaît. Que vous le vouliez ou non, il y avait bien un permis apporté pour... Je suis pas... Et que l'information a été donnée aux riverains le 16 mars, au lendemain des élections, sur place. Alors, par affichage, je précise. On peut faire l'historique de... Monsieur Godot, oui, je vous donne la parole. Je ne parle pas souvent, donc quand je m'exprime, je veux bien avoir la parole. Donc je voulais vous préciser que quand on arrivait en 2020, rue de la Chalosse, il était prévu un immeuble de 80 logements. On a bloqué ce projet. Et ça, c'est monsieur Humeau qui l'a fait. On est intervenu justement pour protéger l'espace boisé. On a réussi à l'époque à trouver un texte réglementaire qui empêchait cette construction de 80 logements. C'était déjà dans les tuyaux et ce n'était pas nous qui l'avons mis en route. Et chose supplémentaire et complémentaire, c'est que lors de la création de ce lotissement sur le secteur-là, il avait été prévu dès le départ du logement social au fond de ce lotissement. Donc en fait, c'était déjà programmé et c'était déjà instruit. Alors quel était le maire à l'époque ou la mairesse, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était dans le cahier des charges du lotissement. Et il y est toujours. Donc ça, vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Et nous, on a réussi à repousser un premier projet donc, de 80 logements. Et ensuite, donc on a réussi à empêcher ça pendant 3 ans. Il y a eu un changement de loi au niveau national qui a fait qu'on n'a pas pu rebloquer ce projet. Par contre, on l'a fait baisser à 58 logements. Voilà. Et ensuite, donc, historiquement, il y a eu un changement de promoteurs entre promoteurs, il y a eu des échanges. Là, je ne connais pas exactement le processus réglementaire, mais ça a été fait dans les règles de l'art. Et donc, en fait, vous deviez savoir qu'il était impossible d'empêcher cette construction. Donc, en fait, vous avez raconté des bobards au public. Et ça, comme vous avez raconté sur d'autres secteurs concernant l'urbanisme, le PLUIH, je voudrais revenir quand même sur le PLUIH. Il a bien été voté en 2019 et ratifié définitivement en janvier 2020, et Madame Delmont était bien vice-présidente et elle a bien voté ce PLUIH. Donc ne dites pas que c'est Madame Bonjean qui a voté ça. C'était pas en tout cas le groupe de l'opposition de l'époque. Donc il ne faut pas tout mélanger. Donc le PLUIH qui nous empêche d'empêcher les constructions, c'est bien été voté par Madame Delmont et le groupe de l'époque. Et rue de la Chalosse, il est impossible d'empêcher complètement les constructions. Donc en fait, tout ça, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Et nous, on n'avait pas envie de construire des logements partout, mais quand le PLUIH il est présent, vous dites pas à un propriétaire, non, on ne va pas construire parce que nous, on n'a pas envie. Le PLUIH, il est là. Donc vous n'allez pas dire à quelqu'un qui a je dis n'importe quoi, mais qui a 2000 mètres carrés, non, vous ne construisez pas parce que nous, on est contre les constructions. C'est un droit. Et en fait, on n'est pas dans une république bananière. C'est le droit qui s'applique. Et donc, il faut l'aménager de manière à avoir un maximum d'espace vert et de végétalisation et pas faire n'importe quoi.
Bon, simplement pour conclure, je préciserai une chose, c'est que, je vais encore répéter ce que j'ai dit, c'est que vous allez vous défendre de dire qu'on raconte des bobards, mais enfin bon, entre vos bobards et les nôtres, visiblement, les Impolos ont choisi. Voilà, je pense que vos bobards étaient plus importants puisqu'ils ne vous ont pas fait confiance cette fois-ci. Ça, c'est le premier point. Quant au PLUIH, pour revenir dessus, je répète, la personne qui était aux commandes à l'époque en 2019, ce n'était pas Madame Delmont, mais Madame Bonjean, donc, et ça se vote en conseil communautaire et pas en conseil municipal. Encore une fois, il ne s'agit que de propositions qui peuvent être faites. Voilà, et encore une fois, quand vous parlez de l'occupation du droit des sols, effectivement, et de l'instruction des permis, il y a tout un tas de règles à observer au cas par cas pour effectivement faire en sorte de raisonner et de maîtriser l'urbanisation, mais ce n'est pas les choix que vous aviez faits. Et encore une fois, pour conclure, les Saint-Paulois ont choisi par rapport à tout ça. S'il n'y a pas d'autres observations, on va prendre acte du bilan foncier. Je vous remercie. Julie Gougne. Logements sociaux, parce qu'on a beau être pour ou contre l'urbanisation, bon, je veux bien entendre tous les discours, il n'y a pas de souci. Mais voilà, quand j'entends M. Kunz voilà, nous expliquer que l'urbanisation à outrance sur la mandature précédente, pour moi, je ne suis pas du tout d'accord. On va rappeler quand même que la mixité sociale était de mise, que chaque bâtiment qui allait être bâti allait être pourvu de 20% de logements sociaux. Donc j'ai une pensée ce soir pour tous les personnes qui bénéficient d'un logement social, mais qui aussi sont en attente. Donc j'aimerais peut-être, Madame Larivière pourra me répondre, connaître le chiffre, le pourcentage de demandes de logements sociaux à Saint-Paul-et-Dax, combien il y a de dossiers actuellement en attente, et si je peux avoir également la durée d'attente, parce que je connais quand même pas mal de gens qui sont en attente et en demande et qui attendent depuis plus de 6 ans et qui auraient été heureux de voir ces logements, donc par exemple au niveau des logements Léopard, voir ces logements se faire et se bâtir, étant donné que, comme je le rappelle, c'est de la mixité sociale, donc il n'y aurait plus eu de barre d'immeubles HLM, il y aurait eu vraiment des bâtiments avec 20% de logement social. Ça veut dire que demain vous bénéficiez d'un logement social. On ne sait pas si vous habitez en logement social ou en standing. Vous bénéficiez d'un digicode comme tout le monde. Il n'y a plus de marqueurs sociaux. Voilà, merci. Alors là, je partage votre avis sur cette fin d'intervention par rapport à ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tout ça est très très bien réglementé. Et pour ce qui concerne des demandes en attente, quand on observe par rapport à ce qu'on peut entendre, où on parlerait de plus de 2000 demandes en attente, à Saint-Paul, il n'y a pas 2000 demandes en attente. Il y en a un peu plus de 700 réellement. Bon, voilà. Donc là aussi, il faut arrêter de faire peur aux gens. Voilà. Voilà, et comme le dit Aurélie, je vais laisser la parole, elle va compléter mon intervention, et Dominique Romain aussi, si vous voulez des précisions. Donc je vais commencer par peut-être Dominique, et Aurélie apportera. Ça tombe bien parce que vous n'êtes pas sans ignorer, Madame Gougne, que je suis vice-président chargé du logement, et ça tombe bien parce que ce matin j'étais justement à la CAGD avec Madame la directrice aménagement et de l'habitat et un ancien agent municipal de Saint-Paul-et-Dax, où on a parlé du dossier du fichier ADIPAD. ADIPAD, c'est justement la récupération de toutes les demandes de logements sociaux, quelle que soit l'origine, il faut le savoir. C'est-à-dire que quelqu'un du Nord peut demander Saint-Paul-et-Dax, on est d'accord, et ils font X demandes sur Saint-Paul-et-Dax. Exactement, à ce jour même, nous avons 726 demandes, à ce jour même, exactement. Ensuite, ce n'est pas l'objet, je ne vais pas m'étendre, mais on a une chance à Saint-Paul-et-Dax, et maintenant des chiffres que je serai en mesure de vous diffuser si vous voulez bien, qui sont arrêtés au 31/12/2025. On a une chance à Saint-Paul-et-Dax, c'est qu'on a rattrapé notre retard en logements sociaux. C'est une chance, on a rattrapé notre retard. On est passé à un taux qui était déficitaire, vous le savez, on a comblé notre retard. Voilà, grâce en 2025, on ne tient pas compte de toutes les constructions puisque c'est enregistré une fois que les permis sont en fin de travaux, je dirais. Donc on pourra faire un point très précis par rapport à l'évolution de l'offre en logements sociaux qu'il y a aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était. Mais ceci étant, il ne faut pas oublier, et c'est là la problématique à mon sens, oublier qu'on sera dans l'obligation d'assurer des services publics avec cet accroissement de population et sur lequel
Aucune étude n'a été faite. Donc ça sera une question parce qu'il faudra répondre. Mais revenant aux logements sociaux, notamment du centre urbain, vous savez, Monsieur Bazus, combien de logements sociaux il faut construire au titre de l'agglomération et particulièrement dans le centre urbain qui doit concentrer 60% des logements sociaux, c'est 550 par an. Mais il y avait possibilité de faire une temporalité là-dessus et avec une diversification de la zone sur laquelle étaient construits les logements. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Et donc, pour en revenir à ces terrasses de lac, il y avait matière de faire un autre programme quand même, tout en assurant une certaine harmonie autour du lac. C'est ça que nous regrettons fortement. Mais Madame Gougne, je vous invite à venir quand vous voulez dans mon bureau. Je vous donnerai tous les éléments en matière de logement social et de construction. Ça tombait très bien parce que ce matin, je me suis entretenu très longuement et j'ai appris pas mal de choses. Alors, Sébastien Ducasse. C'est pas sur le bilan financier, mais c'est sur la teneur de nos échanges, parce que j'apprécie qu'on puisse en effet débattre. C'est ce qui se passe normalement dans un conseil municipal, on est pour, on est contre, on débat, on apporte des arguments, et c'est ça qui est intéressant, et on peut débattre autant de temps qu'il le faut sur des sujets. Par contre, quand on arrive sur des premières séances de conseil, on voit qu'on a une opposition en effet qui est volontairement divisée, et que derrière des gens se posent en censeur en disant ce qui est bon sur quoi on peut débattre et ce qui n'est pas bon sur lequel on peut débattre, je me fais du souci pour la suite. Donc j'espère qu'on va revenir à des considérations un peu plus sereines. Je pense qu'on vous a montré lors de nos présences en commission qu'on serait présents et qu'on serait des élus investis. Donc j'espère en tout cas que derrière on n'aura pas des jugements de valeur sur ce sur quoi on peut débattre et ne pas débattre. Et derrière, je pense qu'on fait tous en tout cas des concessions quand on est élu. Donc les considérations personnelles des uns et des autres, je pense qu'elles doivent rester à la porte du conseil municipal. Et quand on est élu pour les Saint-Paulois. Donc je pense qu'on est tous là parce qu'on a fait des concessions et parce qu'on aime notre ville et qu'on souhaite investir pour les Saint-Paulois. S'il n'y a pas d'autres observations, Monsieur Bazus. Oui, merci à Dominique Romain de ton appel. Je suis très heureux qu'il ait appris des choses ce matin. Une fois encore, je salue l'action de la précédente municipalité qui a porté à 30% la mixité sociale dans les OAP. Ben, si, vous avez voté, c'est dans les délibérations. Nous avons modifié les OAP pour porter à 30% les logements sociaux, pouvant aller jusqu'à 40% sur certaines entités liées au BRS. Nous avons été les premiers à mettre en place du BRS sur cette commune. C'est pas de la chance. Si ça change, c'est du travail. De même sur les logements sociaux. Mais voilà enfin un vrai débat de fond. Moi, j'aimerais savoir quelle sera votre politique en la matière. Si la demande, il y a beaucoup de demandes sur le T2. Est-ce qu'il faut construire que du T2 et avoir une ville en T2, sachant qu'on a déjà 41% des familles qui sont monoparentales dans cette ville? C'est là où on doit avoir un vrai débat sur l'orientation qui est donnée à la ville. Et de même les services publics, je suis très surpris que M. Romain, vous disiez qu'il n'y a aucune étude qui a été faite. Pourtant, les études ont été faites pour 30 000 habitants avec la station d'épuration. Nous avons transmis toutes les OAP et les opérations immobilières à l'agglomération pour des études de circulation à divers endroits de la ville. Il y a même une étude qui a été faite sur un rond-point feu au nord de la ville. Nous avons les projections de l'éducation nationale en termes de démographie. Nous connaissons nos capacités dans les écoles, etc., etc. Donc je ne sais pas pourquoi encore vous voyez, on appauvrit le débat à travers ce type de remarques. Mais une fois encore, nous sommes favorables au PLUI tel qu'il est aujourd'hui parce que justement, il a été travaillé en profondeur, y compris avec l'Agence régionale de santé à travers les EIS, pour continuer et dans une logique aussi de stopper l'étalement urbain. Moi, j'aimerais avoir votre réponse dans les semaines qui viennent, une fois que vous serez installé comme vous le dites, pour savoir est-ce qu'on construit en R+4 et épanelage, ou alors est-ce que vous préférez l'étalement urbain? C'est ce que vous avez dit dans la précédente mandature. Monsieur Bazus, on note votre intervention. Simplement, je vais rappeler qu'on en était à acter le bilan foncier et qu'effectivement, vous avez raison, les thématiques autour du logement sont passionnantes et je suis à peu près certaine que nous aurons l'occasion d'y revenir à travers d'autres délibérations du Conseil, puisque là, ce sujet n'est donc pas du tout en lien direct avec la délibération qui nous occupait ce soir. Nous prenons donc acte de ce bilan foncier, si vous êtes d'accord. Et nous avons terminé ce chapitre des affaires foncières pour passer au chapitre du personnel communal.
Délibération numéro 11, il s'agit de l'actualisation du tableau des effectifs. Donc plusieurs fois dans l'année, il convient de procéder à une actualisation du tableau des effectifs de la commune. Ce mécanisme est obligatoire dès qu'un poste est créé ou supprimé. Il est ainsi proposé d'actualiser le tableau des effectifs comme suit. Donc pour la filière technique, il s'agit de supprimer le grade de technicien principal de première classe pour créer un grade de technicien au 1er mai 2026. Et pour la filière administrative, donc de créer un poste d'attaché au 1er juin 2025. Voilà. 26, pardon. 2026, 1er juin 2026, je répète. Voilà comment est actualisé le tableau. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y a pas de... Sylvie Péduquès. Juste une observation, puisque effectivement, comme vous l'avez rappelé, vous n'êtes là que depuis un mois, donc on a une petite connaissance de l'antériorité sur ce sujet. On ne posera donc pas de questions, mais ce serait bien qu'à l'avenir, sur la présentation du tableau des effectifs, vous puissiez préciser effectivement s'il s'agit de départ en retraite, de recrutement, de création de postes, etc. Pas seulement pour nous les élus, mais pour l'ensemble des Saint-Paulois, ça me semble important aussi. Je peux effectivement le préciser sur cette délibération, puisque effectivement la suppression donc, du poste qui est relevé du grade de technicien principal première classe est donc créé sur un poste de technicien est en lien avec un agent donc, qui est effectivement parti en retraite et qui occupait cet emploi. Et donc c'est la création du poste technicien est en lien avec son remplaçant. Et le deuxième poste effectivement de création d'attaché est en lien avec aussi le départ à la retraite donc, du directeur de pôle de l'aménagement de l'urbanisme actuel. Est-ce qu'il y a d'autres observations? S'il n'y en a pas, nous allons passer aux voix. Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 12, adhésion à la centrale d'achat du RESA et à son marché de fourniture de services opérés des télécommunications mobiles et prestations associées. Et c'est Corinne Dutoya qui nous la présente. Bonsoir. En application des articles L2113-2 et L2113-4 du Code de la commande publique, définition pour le premier les modalités d'intervention des centrales d'achat et prévoyant pour le second que l'acheteur, lorsqu'il recourt à une centrale d'achat, est considéré comme ayant respecté ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence. La commune de Saint-Paul-et-Dax a adhéré à la centrale d'achat du RESA par délibération numéro 2024-06-27-06 du conseil municipal en date du 27 juin 2024. Le RESA est un groupement d'intérêt public, GIP, national, dont l'objectif est d'appuyer la mutualisation et la professionnalisation des achats des pouvoirs adjudicateurs intervenant à titre principal ou accessoire dans le secteur sanitaire, médico-social et social. Elle compte près de 2600 adhérents et dispose d'une offre large de marché relevant de différentes familles d'achats, notamment en matière informatique et de services de télécommunication. Pour rappel, l'adhésion de la communauté d'agglomération du Grand Dax au RESA et à ses marchés de services de télécommunication permet aux communes membres qui le souhaitent de bénéficier des conditions tarifaires, notamment des marchés concernés, sans coût d'adhésion. Le marché concerné par la délibération numéro 2024-06-27-06 du conseil municipal en date du 27 juin 2024, arrivant à terme le 24 avril 2026, il convient d'adhérer à la nouvelle convention de services d'achat centralisé intitulée 2023-R109, services opérés de télécommunications destinés aux régions, EPCI, communes et leurs groupements, à laquelle est rattaché le marché suivant. Lot numéro 2, services voix et données mobiles, puces. La communauté d'agglomération du Grand Dax ayant manifesté sa volonté d'adhérer aux nouvelles conditions proposées par le RESA, la commune de Saint-Paul-et-Dax souhaite également bénéficier des conditions tarifaires de cette centrale d'achat dans le domaine mentionné ci-dessus. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'adhésion à la nouvelle convention de services d'achat centralisé intitulée 2023 R109, services opérés de télécommunications destinés aux régions EPCI, communes et leurs groupements, et au lot numéro 2, services voix et données mobiles, plus s'y rattachant.
Merci. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y a pas d'observation, nous allons passer aux voix qui est pour. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et nous arrivons donc au terme de nos délibérations avec la dernière délibération numéro 13, où il s'agit donc de désigner des membres de commission d'appel d'offres ad hoc pour un groupement de commandes du Grand Dax. Et c'est Alexandre Vren qui nous lit la délibération. Les élus de Saint-Paul-et-Dax sont engagés dans une démarche de gestion rigoureuse du budget communal visant à réaliser des économies d'échelle et à optimiser les procédures d'achat. Cette organisation se concrétise notamment par l'adhésion de la commune à plusieurs groupements de commandes proposés par la communauté d'agglomération du Grand Dax au bénéfice de ses communes membres. Les groupements concernés portent sur les domaines suivants: fourniture d'équipements informatiques et de logiciels standards, location de barrières barodées et de grilles de sécurité, location de matériel et d'engins de chantier, achat de vêtements et d'accessoires de travail de sécurité, nettoyage, l'entretien et la réparation des vêtements de travail, réalisation de prestations géomètres. Cette adhésion renforce l'intérêt de la mutualisation des achats, permettant d'optimiser les coûts tout en rationalisant les procédures de passation des marchés publics. La commune de Saint-Paul-et-Dax s'inscrit d'ailleurs depuis plusieurs années dans cette dynamique de coopération avec la communauté d'agglomération du Grand Dax. La convention constitutive de chaque groupement de commandes prévoit que l'attribution des marchés publics relève d'une commission d'appel d'offres spécifique à chaque groupement. Cette commission est composée d'un représentant élu parmi les membres titulaires et suppléants à la voix délibérative de la commission d'appel d'offres, CAO, de chaque membre, avec la désignation d'un titulaire et d'un suppléant. À ce jour, 6 groupements de commandes sont toujours en cours. Compte tenu du renouvellement du conseil municipal, il convient de procéder à la désignation de nouveaux représentants de la commune. Conformément à l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, l'élection se déroule au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas y procéder. Il est ainsi proposé au conseil municipal de désigner Madame Valérie Larouquère, titulaire, et Monsieur Dominique Romain, suppléant, pour siéger aux commissions d'appel d'offres ad hoc relatives aux 6 groupements de commandes précités. Merci. Est-ce qu'il y a des observations? Alors, s'il n'y a pas d'observation, je vous propose pour cette dernière délibération de procéder au vote à main levée si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Pas d'inconvénient à ce qu'on vote à main levée? D'accord, très bien. Donc, je mets la délibération au vote. Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons donc terminé toutes les délibérations. Sylvie Péducas. Merci Madame le maire, je sais qu'on est hors ordre du jour, mais j'avais 2 questions. La première, c'est que nous n'avons pas eu sur ce conseil municipal de communication des décisions prises par délégation du maire. Oui, non, il n'y avait tout simplement pas aucune décision pendant ces 15 jours. Et la deuxième question, c'est lors du précédent conseil municipal, vous m'aviez dit que vous porteriez à notre connaissance les membres du CCAS. Oui, donc si vous pouviez nous communiquer les noms effectivement et les associations afférentes. Absolument. Je vais vous donner ça. Donc effectivement, donc les administrations du CCAS pour les associations. Donc pour l'UDAF, donc c'est Catherine Boulieu. Pour l'association pour l'insertion et la lutte contre les exclusions, ça sera Charlène Tato et Cathy Criado. Pour l'association des retraités et des personnes âgées, ça sera Martine Robert-Georges. Et pour l'association donc des personnes handicapées du département, ça sera Catherine Delmont et Patricia Januszewski. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques, je lève donc la séance et je vous précise que le prochain conseil municipal se tiendra le 21 mai. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Pardon. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, serait-il possible d'avoir un calendrier sur l'année des dates des conseils municipaux, s'il vous plaît? Oui, c'est pour ça que j'ai annoncé, donc là, avant la fin de la séance, la prochaine date, le 21 mai. Je ne sais pas si vous avez Oui, j'ai bien entendu, voilà. Mais ce serait pour les mois à venir. On va vous communiquer dans les prochains jours les dates pour l'organisation des conseils municipaux sans difficulté. Je vous remercie.